Donc à nouveau bonjour à tous. Je vous propose qu'on démarre cette session puisque je sais qu'il y a certains orateurs qui ont d'autres engagements sur d'autres sessions. Donc on va débuter cette session qui est orientée donc, sur bien sûr l'actualité et l'innovation, et enfin on terminera sur la formation. Et donc j'ai le plaisir d'appeler pour le premier topo le professeur Rousset-Jablonski pour nous parler justement des innovations dans le traitement médical de l'endométriose. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour cette présentation. Donc, je vais débuter la session en vous parlant d'un sujet qui est un petit peu éloigné de l'intelligence artificielle. Mais voilà, c'était sur l'actualité concernant les traitements médicaux de l'endométriose pelvienne. Donc, je vais reprendre au fil du topo finalement les grands points, les grandes lignes de recommandation sur les traitements médicaux, avec un focus sur ce qui est un petit peu plus récent pour chacune de ces questions. Alors déjà sur les indications du traitement médical de l'endométriose, clairement l'objectif du traitement c'est vraiment de traiter les symptômes, donc en l'occurrence la douleur pour l'endométriose, et pour l'adénomiose ça peut être les douleurs mais également les saignements. Actuellement, pour les femmes qui ont une endométriose asymptomatique, il n'est pas recommandé de prescrire des traitements médicaux et notamment des traitements hormonaux. Et ça, c'était l'objet d'une recommandation dans les recommandations de 2017. Il n'y a pas eu d'évolution particulière à ce sujet. La question de la prévention primaire, elle reste un petit peu en suspens. C'est vrai qu'il y a toujours cette question de savoir est-ce que le fait de mettre une contraception hormonale pourrait éviter la survenue d'endométriose. On a en fait une méta-analyse de 2011 qui nous montre bien que autant les patientes qui sont sous contraception ont moins de diagnostic d'endométriose, mais celles qui ont eu dans le passé une contraception, donc les patioseurs, n'ont pas moins de diagnostic d'endométriose que les autres. Donc le bénéfice en prévention primaire n'est pas clairement avéré. Les recommandations de cette année, de l'ECHRE 2022 sur l'endométriose, on conclut finalement que l'utilité d'une contraception hormonale en prévention primaire restait incertaine avec une recommandation de faible puissance. Pour ce qui est du type de traitement médical, la première intention reste toujours les œstroprogestatifs, avec une efficacité qui a été démontrée dans de nombreux essais randomisés versus placebo ou versus des antalgiques ou des anti-inflammatoires sur les scores des douleurs, également sur les volumes d'endométriome. Et donc ça reste clairement un traitement de première intention à la fois au niveau français et européen pour les recos de 2022, avec ici une recommandation de forte puissance. En ce qui concerne les sous-types d'œstroprogestatifs, à ce jour, il n'y a pas d'éléments qui permettent de penser qu'il y a un impact du dosage d'éthylèstradiol, c'est-à-dire de mettre une contraception œstroprogestative plus fortement dosée ne permettrait pas de réduire plus les douleurs qu'une contraception moins fortement dosée. Concernant l'impact de la génération du progestatif, il n'y a pas d'études qui comparent de façon correcte, ou en tout cas dans le cadre d'essais randomisés, différentes générations et qui permettent là aussi de privilégier l'une plutôt que l'autre. On a par contre dans les données récentes des données qui concernent les contraceptions à l'œstradiol, donc avec un œstrogène naturel, qui semble favorable puisque versus placebo ou plutôt versus AINS, mais en tout cas sans traitement hormonal dans le groupe contrôle, il y a clairement une réduction significative des douleurs chez les femmes traitées, y compris avec des contraceptions à l'œstradiol naturel. Ce qui peut être un petit peu plus récent, mais qui commence maintenant à être quand même proposé depuis déjà un certain nombre d'années, c'est le fait de prendre les œstroprogestatifs en continu. Et là, on a des données qui nous montrent qu'il y a une diminution supérieure, notamment des dysménorrhées par rapport aux œstroprogestatifs en discontinu. Par contre, il n'y a pas d'effet supérieur sur les dyspareunies ou les douleurs intermenstruelles. En termes de safety, on commence aussi à avoir des données sur le fait qu'il n'y a pas de surrisque métabolique ni osseux ni thromboembolique par rapport à une prise en discontinu. Sur le risque artériel, pour l'instant, il n'y a pas de données. Le problème de ces prises en continu, c'est le problème des spottings. Et là, dans les choses un peu plus récentes, il y a la possibilité de proposer des schémas flexibles, c'est-à-dire des schémas continus flexibles, c'est-à-dire au moment où la patiente commence à présenter des spottings, elle peut faire la pause de sa contraception pendant au moins 4 jours et maximum 7 jours, avec comme critère restrictif qu'il faut qu'il y ait au moins 1 mois de prise entre les pauses.
Donc, pour ce qui est de cette contraception en continu, progestative en continu, pour le CNGOF et pour les CHREU, ça reste une option que l'on peut proposer, mais qui a un bénéfice avéré uniquement chez les femmes qui se plaignent de dysménorrhée. Pour les autres types de douleurs, encore une fois, ça n'a pas d'effet supérieur par rapport aux œstroprogestatifs en discontinu. Alors, autre traitement médical en première intention, le SIU au lévonorgestrel, qui reste en première intention à la fois pour les recommandations françaises et les recommandations européennes, en sachant que pour les CHREU, ils ne font pas du tout de distinction entre les différents progestatifs. Ils mettent tous les progestatifs en bloc, micro, macro, implant, stérilé, et pour eux, tout ça reste en première intention. Alors, ce qu'il y a d'un peu plus récent, par contre, c'est l'extension de l'AMM pour ces SIU. Alors, attention, puisque pour les ménorrhagies, on est toujours sur 5 ans d'AMM. Finalement, sur l'effet, sur les douleurs, est-ce qu'on aura le même effet à la fin, après les 5 ans, donc sur l'extension d'AMM? Ça reste incertain. Pour l'instant, il n'y a pas de données sur l'impact sur les douleurs après 5 ans pour ces SIU au lévonorgestrel. Et puis, ce qu'il y a d'autre un petit peu récent, c'est la possibilité de discuter ces SIU chez les ados et jeunes adultes. Et donc ça, on a une étude récente de 2021 qui a évalué l'utilisation de ces SIU chez les ados et jeunes adultes. Et donc dans cette étude, ils avaient un âge moyen de 16 ans, avec dans leur série 89% de nullipares et même 60% de jeunes filles vierges. Alors clairement, ça ne fait pas partie des choses qu'on propose en pratique classique, mais voilà, il y a certaines équipes quand même qui ont penser à ces solutions, et parfois dans certaines impasses chez des jeunes filles, dans certaines impasses thérapeutiques, c'est une option qui pourrait peut-être se discuter. Pour ce qui est de la place des microprogestatifs, alors là, il y a un petit peu de discordance entre les données françaises, enfin entre les recommandations françaises et les recommandations européennes. Comme je vous disais, pour les Européens, ils ont tout mis dans le même sac et ensuite ils disent qu'il faut discuter quel type on va choisir en fonction de leur efficacité et puis du profil d'effets secondaires. Pour les recommandations françaises, c'est vrai que les données d'efficacité sur les microprogestatifs et sur l'implant restent quand même moins nombreuses, avec un effet freinateur antigonadotrope moins important et donc potentiellement une efficacité quand même qui reste un petit peu plus discutable. Alors, ce qui est par contre nouveau pour ces microprogestatifs, c'est la place de la drospirénone, qui peut être vue quand même comme une arme thérapeutique supplémentaire, notamment chez celles qui supportent mal le désogestrel. Par contre, il n'a pas été évalué à ce jour spécifiquement dans l'endométriose. Alors, traitement médical de deuxième intention, les agonistes de la GnRH. Alors là, il n'y a rien de vraiment nouveau. On est toujours un petit peu sur les mêmes recommandations. Donc, on connaît son efficacité liée à sa forte impact sur l'axe gonadotrope qui induit une hypoestrogénie, mais des effets secondaires qui sont le corollaire de cette hypoestrogénie. Et donc, la recommandation de l'utiliser avec une ADVAC thérapie qui permet de réduire les risques osseux sans réduire l'efficacité. Cette ADVAC thérapie, elle doit forcément comporter des œstrogènes pour éviter justement les conséquences de l'hypoestrogénie, mais il faut bien sûr adjoindre un progestatif pour éviter les risques d'hyperplasie endométriale. À ce jour, aucune étude n'a évalué les agonistes pour une durée supérieure à 1 an. C'est pour ça qu'en France, l'AMM est limitée pour cette durée. Dans les recommandations européennes, il n'y a pas de durée maximum, pas de consensus sur la durée maximale. Clairement, du fait des potentiels risques, c'est un traitement qui, idéalement, ne doit pas être répété dans le temps et qui ne doit pas être proposé aux adolescentes. Et donc, c'est un traitement de deuxième intention, et ça, c'est à peu près consensuel. Alors, on vient maintenant au macroprogestatif, qui est un sujet qui, pour le coup, a pas mal bougé ces dernières années. Donc, en termes d'efficacité, on a tous, dans notre pratique clinique, je pense, constaté que ce sont des médicaments qui ont une bonne efficacité sur les dysménorrhées, sur les douleurs intermenstruelles, un peu moins sur les dyspareunies. Mais c'est vrai que dans la littérature, on manque encore de données avec des études qui sont anciennes, principalement observationnelles, seulement un essai randomisé, et finalement assez peu de données robustes pour appuyer nos prescriptions. On en a un petit peu plus sur le dienogeste, où on a maintenant des essais comparatifs versus les agonistes de la GnRH, avec une efficacité équivalente, versus les œstroprogestatifs, où on retrouve une efficacité équivalente ou un peu supérieure du dienogeste. Et puis, en revanche, par contre, on n'a pas d'effet qui compare aux autres progestatifs. Sur le plan pharmacologique, le dienogeste, il a un profil un peu particulier. Donc, c'est un dérivé de la 19-nortestostérone. Il a un effet progestatif sur l'endomètre un peu plus prononcé. Par contre, une moindre suppression antigonadotrope. Donc, il n'est pas certain qu'on ait forcément exactement le même effet que les autres progestatifs.
Le problème de ces progestatifs, alors en dehors du Dienogest, qui pour le moment n'a pas du tout sur lequel il n'y a pas du tout de données actuellement sur cette question des méningiomes, en tous les cas pour les macroprogestatifs, notamment acétate de chlormadinone, acétate de nomégestrol et acétate de cyprotérone, c'est ce risque de méningiome, donc qui a commencé à émerger en fait depuis un certain nombre d'années. Alors on avait déjà quelques case reports ou séries de cas de patientes qui avaient développé des méningiomes sous macroprogestatifs et dont la taille diminuait après l'arrêt. Donc ici, vous voyez cette série où il montrait donc en volume la diminution après l'arrêt du progestatif qui avait permis de faire un lien entre les deux pathologies. Et puis ici, un impact du méningiome sur le champ visuel qui, après l'arrêt du progestatif, là aussi permet une amélioration à la fois en volume mais aussi au niveau clinique. Donc ce lien avec la prise de macroprogestatif, il a été ensuite confirmé dans des études épidémiologiques, et donc ça c'est depuis 2018 qu'on a eu la confirmation, en tous les cas au niveau de l'acétate de cyprotérone, avec donc un risque qui est lié à la durée de prise, et donc un risque qui augmente avec la durée du traitement, et en fait c'est avec la dose cumulée de prise de médicaments. Donc ici ce sont les risques pour l'acétate de cyprotérone, avec donc un risque qui est multiplié par 6,5 pour une prise de plus de 1 an, et un risque qui est multiplié par 22 pour une prise de plus de 5 ans, avec en risque absolu une incidence qui est de l'ordre de quelques dizaines de cas pour 100 000 patientes. Donc ça reste un événement qui est rare, mais dont l'incidence est quand même significativement augmentée par la prise des progestatifs. Et puis pour les autres progestatifs, on a eu ensuite donc également des données qui retrouvent ce lien, avec une augmentation pour l'acétate de chlormadinone multipliée par 7 pour une prise de plus de 3 ans et demi, multipliée par 12 pour l'acétate de nomégestrol de luténil pour une prise de plus de 5 ans. Donc du fait de ces surrisques, il y a eu une rediscussion des AMM, de ces progestatifs, et donc une révision des AMM qui du coup ont diminué notre arsenal thérapeutique finalement dans l'endométriose, avec donc les progestatifs qui ont conservé leur AMM et qu'on peut toujours prescrire dans l'endométriose, qui sont donc le Luthéran, l'acétate de chlormadinone, la colprone, la médrogestone, le Depo-Provera, donc les progestatifs injectables, et puis donc le Dienogest. L'androcure, le luténil, en fait, n'avait déjà pas l'AMM pour l'endométriose, mais là, on a maintenant un texte de la NSM qui nous dit que leur utilisation hors AMM est proscrite, donc là, on est quand même vraiment maintenant bloqué pour leur prescription. Alors en termes de position dans l'arsenal thérapeutique, donc dans les recommandations françaises, ça reste clairement un traitement de deuxième intention, donc après échec d'une première ligne. Pour les cheveux, comme je vous l'ai dit, ils mélangent tout, ils mettent tout dans le même groupe. Alors ils prennent en compte quand même le fait qu'il y ait ces risques justement de méningiome liés au macroprogestatif, mais pour eux c'est un petit peu à la marge. Ça n'a pas l'air de les perturber plus que ça. Ils le laissent en première intention potentielle, en disant qu'il faut donc prendre en compte toujours pareil les effets secondaires pour le choix plus précis du progestatif. Donc si on décide finalement de prescrire un macroprogestatif, donc acétate de chlormadinone Luthéran ou acétate de nomégestrol luténil, c'est possible. Par contre, il va falloir faire une surveillance avec, alors s'il n'y a pas d'antécédent particulier, notamment de radiothérapie encéphalique, il n'y aura pas d'indication d'IRM avant la prescription. Par contre, il faudra faire une prescription après 1 an de traitement, si on décide de le poursuivre. Et puis ensuite, on en refera à partir de 5 ans. Et là, il faudra en faire tous les 2 ans si on décide de poursuivre le traitement, en réévaluant régulièrement l'indication du traitement, puisque le risque va augmenter avec la durée de prise. Donc il faut bien réévaluer régulièrement la balance bénéfice-risque. Et puis il faut fournir une attestation d'information signée par la patiente et par vous-même pour que la délivrance puisse être faite en pharmacie. Donc, pour résumer, quand on est face à une patiente qui a une endométriose pelvienne douloureuse, si on s'oriente vers un traitement médical, en première intention, on va proposer plutôt un œstroprogestatif ou un SIO lévonorgestrel, ça on pourra discuter. Le microprogestatif, c'est un petit peu en discussion. Et puis, si persistance de douleur, en deuxième intention, les macroprogestatifs, les agonistes de la GnRH, avec AdBac thérapie. Pour terminer, on a quelques perspectives pour le futur. Alors, ce n'est pas encore l'actualité, mais c'est le futur de l'actualité. Alors, les SERM et les SPRM, pour l'instant, sont un petit peu en stand-by. Ils ont été évalués dans le contexte de l'endométriose, uniquement chez l'animal pour les SERM. Et puis pour les SPRM, c'est plus en raison des effets secondaires et des risques. Pour l'instant, il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'essais récents sur l'endométriose. Par contre, ce qui est actuellement pas mal évalué, ce sont les inhibiteurs de l'aromatase,
qui sont toujours associés à d'autres traitements chez les femmes non ménopausées, donc soit aux agonistes de la GnRH, soit avec des progestatifs par voie orale ou par voie de dispositif intra-utérin ou vaginal. Et puis ce sont les antagonistes de la GnRH, où là ça a franchement évolué ces derniers temps, avec notamment des essais randomisés qui montrent une efficacité des antagonistes de la GnRH par voie orale, donc notamment l'Elagolix, qui a une efficacité avérée sur les scores de douleur. Et plus récemment, le Régulorix associé à une adbacthérapie, qui présente l'intérêt de réduire là aussi des scores de dysménorrhée sans réduire la masse osseuse. Ici, c'est les réductions de la masse osseuse qui est diminuée avec l'Elagolix seul, et par contre, avec la combinaison antagoniste de la GnRH plus ADBAC, pas de diminution de la masse osseuse. Donc pour les CHREU, là, ils ont cette année considéré que les antagonistes de la GnRH pouvaient être prescrits aux femmes dans l'endométriose pelvienne douloureuse. Actuellement, en France, on n'a pas à disposition ces traitements, pas d'AMM, mais ça fait partie des pistes futures possibles. Des perspectives non hormonales, mais je vais passer très vite, c'est vraiment là de l'ordre des études in vitro avec toutes les cibles potentielles qui sont liées à la physiopathologie de l'endométriose, anti-angiogénèse, apoptose, inflammation, prolifération, mais ça c'est pour l'instant vraiment de l'ordre de la recherche. Donc pour conclure, on a de nombreux traitements médicaux disponibles. On voit qu'avec le temps, on a un arsenal thérapeutique qui s'élargit, peut-être les antagonistes pour l'avenir. Toujours en première intention, les œstroprogestatifs, le SIO, lévonorgestrel, éventuellement les microprogestatifs. Et puis en deuxième intention, les agonistes et les macroprogestatifs avec la surveillance cérébrale. L'efficacité, les effets secondaires sont vraiment dépendants d'une femme à l'autre, donc c'est vraiment ensuite de la prise en charge au cas par cas, et puis aussi dans le temps, de toute façon, souvent plusieurs lignes de traitement successifs nécessaires, puisqu'il peut y avoir au cours du temps certains échappements, et puis sans oublier que c'est toujours une prise en charge pluridisciplinaire, médicale et chirurgicale, donc à discuter en RCP. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Christine, de ta présentation qui est à ton image. C'est propre, c'est complet et c'est brillant. Bravo. Je vous laisse, Geoffroy. Geoffroy, tu veux poser une question ? Merci beaucoup, Christine, en tout cas pour ce topo super clair. Moi, j'avais une petite question par rapport à ton take-home message sur la place du dienogeste. Toi, tu le mets vraiment dans les macro-progestatifs, plutôt deuxième ligne, mais est-ce que tu ne crois pas quand même, enfin c'est un progestatif, j'ai l'impression en pratique clinique, qui est quand même très bien toléré, une tolérance endométriale qui est bonne, assez peu de métrorragie quand même par rapport à des macro-progestatifs classiques. Est-ce qu'il ne mériterait pas d'être quand même en première intention, celui-là ? Est-ce qu'il faut laisser, toi, de le regrouper comme ça, macro, micro Alors, c'est sûr que ça fait partie des choses qu'il faut discuter. C'est vrai que, comme je l'ai dit, dans les CHREU, ils ont vraiment gardé tous les progestatifs ensemble, ce qui déjà aussi paraît un petit peu clairement discutable. Après, pour la question du dienogeste en particulier, ça reste quand même un macro-progestatif, et notamment sur les risques potentiels osseux, sur les autres risques potentiels, on peut quand même considérer qu'il y a d'autres, qu'on n'est pas non plus sur un profil de tolérance qui est équivalent aux œstroprogestatifs. Après, c'est sûr que cette division première-deuxième ligne, elle reste arbitraire. Ce qui est certain, c'est que les agonistes, clairement, ça va rester de la deuxième ligne, que l'acétate de nomégestrol et de chlormazidone, ça va rester de la deuxième ligne. C'est vrai que le dienogeste, peut-être que ça sera partie des discussions à venir, mais en restant vigilant au niveau osseux notamment. Je peux rajouter juste les progestatifs qui sont cités dans les CHREU, ce sont des progestatifs qu'on n'a pas nous. Et le luthéran et le luténil, ils ne l'ont pas ailleurs. C'est franco-français exclusif. Donc le méningiome, ça n'inquiète personne d'autre dans le monde, mais parce qu'ils n'ont pas les mêmes progestatifs que nous. Le seul progestatif qui est incriminé dans les méningiomes et que le monde entier a, c'est l'androcure. Enfin, l'acétate de cyprotérone, mais à l'étranger, ce n'est pas les mêmes doses, c'est du 2, c'est du 5 ou c'est du 10 mg. Et donc, à 2, à 5 et à 10 mg, il n'y a rien de décrit. Mais personne d'autre que les Français n'ont utilisé du 50 et du 100 mg, ce qui est une dose monstrueuse, mais c'est parce que c'est ce qu'on avait de disponible, parce que c'est une AMM, cancer de la prostate, donc pas un truc pour les femmes. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'alerte méningiome. Ça n'inquiète personne d'autre dans le monde que nous. Mais ce n'est pas les mêmes progestatifs. Les 3 qui sont incriminés ne sont pas utilisés ailleurs. Et le dienogeste, il y a les tout premiers cas de méningiome qui ont été répertoriés par l'agence européenne. Ils ne sont pas encore dit que c'est lié au dienogeste, mais voilà, mais c'est normal, ça fait 10 ans qu'on l'a, et il nous faut 20 ans de recul.
Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'il y a les premières études sur le dienogeste au long cours, 5 ans de traitement, ça sort là, et elles sont plutôt rassurantes, à la fois en termes de tolérance et en termes de minéralisation osseuse. Alors avec une ostéopénie à l'ostéodensitométrie initiale, enfin au bout de 2 ans, et puis qui récupère après quand on arrête le traitement, et personne ne sait ce que ça vaut une ostéodensitométrie tout seul en fait chez une femme jeune. Mais merci pour ton commentaire, parce que c'est vrai qu'on était surpris à la lecture des recos Eschre, qui n'est pas justement une mise en avant du dienogeste, et que les recos CNGOF 2017 deviennent obsolètes par rapport à ça, mais tu as donné l'explication par rapport au risque de magnésium qui est effectivement plutôt centré sur la France, et puis merci pour ton explication. Et c'était même pas d'ailleurs une ostéopénie, c'était une baisse de la densité minérale osseuse. Exactement. Voilà, qui récupérait effectivement. Exactement. Sans qu'il y ait forcément d'ostéoporose ou de risque fracturaire identifié. Exactement. Et puis, je voulais aussi revenir sur les recos. Quand on met une ADBAC thérapie, on n'est pas obligé de mettre des progestatifs. C'est recommandé dans l'AMM, mais c'est pas obligatoire. On peut mettre juste des œstrogènes. Mais sur le risque endométrial, il me semble que sur une durée prolongée de parce que je t'avais déjà entendu le dire et je l'ai vérifié. Et c'est pas obligatoire de rajouter un progestatif. On peut mettre une ADBAC avec juste des œstrogènes. C'est pas écrit, mais si vous laissez un œstrogène seul, vous allez avoir une hyperplasie endométriale, donc un risque potentiel. Pas forcément quand il y a des analogues. Si, parce que du coup, vous avez mis en hypoœstrogénie, vous rajoutez des œstrogènes, vous donnez des œstrogènes seuls, comme chez une femme ménopausée finalement. C'est l'équivalent d'un THS d'une femme ménopausée avec des œstrogènes seuls. Donc il y a un risque d'hyperplasie endométriale. Donc clairement sur une durée. Parce que c'est pas les recos de l'Eschreux sur l'ADBAC ne le précisent pas ça. Non, mais clairement ça paraît malheureusement, on va être obligé de ne pas ajouter de progestatif avec un œstrogène de vous interrompre. Je suis vraiment désolé parce que c'est extrêmement passionnant. On voit bien les remarques, mais il faut qu'on avance. En tout cas, merci beaucoup, Christine, de ton intervention. On va donner la parole au professeur Nicolas Bourdelle sur un thème qui lui est cher et qui nous est cher. Nous l'attendons avec vraiment beaucoup d'impatience. Je suis absolument ravi, Nicolas, que tu viennes faire un point d'avancement de ce projet qui a quand même une velléité d'envergure nationale, et je te remercie de nous faire un petit peu un état des lieux. Oui, merci François, merci de m'avoir proposé de parler de la mise en place de ce qu'on voulait être en tout cas un observatoire national de l'endométriose, en tout cas la mise en place d'une cohorte avec l'idée vraiment, c'est l'outil digital associé à cette cohorte. Alors pourquoi on a commencé à faire ça historiquement en Auvergne, donc moi je suis à Clermont-Ferrand. Il y avait le registre des grossesses extra-utérines qui a été mis en place en 1992, donc ça date quand même, et il y avait près de 3000 patientes incluses qui avaient un suivi de cohorte avec une population contrôle qui était des femmes accouchées. Il y avait près de 5000 patientes, 5000 femmes avec accouchement normal. Le professeur Canis avait mis en place un registre endométriose entre 2002 et 2012, donc il y a quasiment 20 ans maintenant, où il y a plus de 1000 patientes qui ont été suivies dans cette cohorte. Les données recueillies du registre endométriose ont servi de base pour la plupart des autres bases en France, c'est-à-dire les items qui ont été choisis, quels qu'elles soient. Mais avec à chaque fois un système papier très contraignant, en tout cas dans le registre Auvergne, des données manquantes importantes au fur et à mesure du suivi quand on arrive à 10 ans notamment, des pertes de vue importantes. Et puis nous, dans le registre Auvergne, on avait une personne à temps plein qui ne faisait que ça. Donc un système extrêmement lourd et coûteux, mais plutôt efficace en termes de suivi. Juste, il y a une trentaine ou une quarantaine de publications associées à ce registre d'endométriose d'Auvergne, avec des analyses de facteurs très fines, vu le nombre de données, par exemple sur l'influence de la qualité de vie. On n'est pas là pour discuter de ça, mais c'est juste que ça marche en termes de quantité de données, par exemple sur des suivis fines de la qualité de vie à long terme, et voir tous les facteurs sur la qualité de vie. Alors l'idée, c'est qu'on a regardé un petit peu toutes les bases, comment elles marchaient en France. Il y a Epitor et Epicard, donc par exemple tous les chirurgiens thoraciques et tous les chirurgiens cardiaques répertorient toutes leurs patientes opérées dans ces données. Et c'est quasiment obligatoire en France, en tant que chirurgien cardiaque ou chirurgien thoracique, de mettre ces patientes dans ces bases de données. Et il y a Epicard notamment qui a commencé à Clermont-Ferrand, donc
C'était un peu l'idée aussi de continuer sur cette prise en charge. L'autre chose qu'on voit en France, c'est l'OFSEPT. L'OFSEPT, c'est un observatoire de la sclérose en plaques qui est à Lyon et qui a démarré aussi sur une application digitale, en tout cas un programme informatique à l'époque. Et maintenant, il y a plus de 60 000 patients suivis en sclérose en plaques en France, avec une implication de l'ensemble du tissu de prise en charge de la sclérose en plaques. Alors, quand on regarde la littérature, je vais aller très vite, sur les bases de données, on regarde data et database par exemple, on trouve un peu plus de 1800 articles et on voit que la plupart des bases qui ont vraiment marché à long terme, je parle, ont vraiment commencé par un outil de rentrer, c'est peut-être un peu petit, je suis désolé, mais le message c'est que dans la littérature, ce qui marche bien, c'est quand même de fédérer autour d'une base de données et après on crée un tissu et un consortium qui va pouvoir enrichir cette base. Alors en France, quand on regarde un peu ce qu'il y a comme base de données, je sépare après de l'application digitale en elle-même, puisque c'est le sens des deux topos qui sont après moi. Mais si on regarde les bases de données et ce qui est recueilli, c'est quand même relativement proche. On a des données, en tout cas, où on pourrait imaginer une interopérabilité entre ces différentes bases de données quand on regarde les grandes bases en France, ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dans ces bases. Donc il y a quelque chose à faire, en tout cas, ensemble. Ça, c'est un des messages. Alors, ce qu'on a voulu créer, nous, c'est vraiment une application numérique, à la fois un objectif clinique et appliqué à la recherche, avec un dossier médical numérisé, mais qui est vraiment très dédié et très inspiré par le registre endométriose et une base de recherche qui est associée à cette base de données médicale, donc avec une exportation automatique des données vers la base de recherche. Donc ça, c'est fait dans l'application digitale. On va voir un peu l'application digitale, en quoi elle consiste. Et puis, il y a une exportation vers la base de données sur laquelle on peut faire du travail scientifique pour reproduire le schéma de ce qui avait été fait sur la base grossesse extra-utérine et puis sur la base le registre endométriose. Alors en pratique, c'est une plateforme qui est accessible web, qui est accessible donc smartphone, qui est accessible ordinateur. On s'inscrit, c'est-à-dire on inscrit la patiente et avant de la voir en consultation, mais c'est le même fonctionnement que l'application EndoZwig par exemple, on a toutes les données au moment où on voit la patiente qui a déjà passé du temps à remplir l'ensemble de ces données avant qu'on la voie en consultation. Après, avec un suivi, une validation par le praticien et un suivi qui est 6 mois, 1 an, 18 mois, puis annuel, sans limitation de durée sur ce suivi. Ça, c'est l'aspect de l'application, peu importe. Il y a une interface qui est professionnelle de santé, une interface patiente avec un vocabulaire qui est différent en fonction du public auquel on s'adresse. Et puis, vous avez des fonctionnalités avec, vous voyez les petites touches en haut, là, où on appuie sur le bouton, ça sort le résumé de la patiente, ça sort le résumé pour le staff ou la RCP endométriose, donc des fonctionnalités assez classiques pour des applications digitales, mais qui sont là pour aider le praticien dans le suivi et la prise en charge des patientes, avec, encore une fois, quand vous arrivez, vous cliquez sur le bouton et quand vous voyez la patiente pour la première fois, vous avez déjà un résumé du tableau clinique de la patiente. Donc ça, c'est juste encore un exemple de ce qu'elle va remplir et ce à quoi on a accès en ligne. Donc là, vous voyez, c'est les schémas qui étaient utilisés dans le registre Auvergne, déjà il y a plus de 20 ans, sur la patiente qui entourait le lieu où elle avait la douleur. On a reproduit les mêmes choses, on retrouve les mêmes schémas dans beaucoup d'applications maintenant sur la santé de la femme, mais qui ont été inspirés du travail du professeur Canis au départ. Encore une fois, c'est une application web, donc vous pouvez y avoir accès dans votre bureau ou la patiente dans la salle d'attente ou avant qu'elle vous voie en consultation, avec une partie module de recherche, c'est-à-dire que vous avez une autre interface qui fait qu'on peut exporter les données et vous mettez les curseurs où vous voulez. Par exemple, vous voulez exporter toutes les patientes qui ont une EVA supérieure à 5 pendant 6 jours dans le mois, et bien, automatiquement, vous avez la même interface d'exportation de la donnée qui vous permet de faire la partie recherche. Alors,
c'est encore, là ça fait un peu plus de 14 mois qu'on a mis en place l'utilisation de l'application. Il y a encore des choses qui s'améliorent et qui sont améliorées, mais c'est fait pour avoir une continuité entre l'interface clinique et l'interface de recherche. Là, vous voyez tout ce qu'on peut extraire, ça c'est ce qu'on a extrait hier. Voilà, il y a 5000 patientes incluses avec une confirmation du diagnostic. On voit par exemple le nombre de jours d'arrêt maladie dans le suivi. On a pu aussi importer une partie des données, des bases de données d'autres centres ou des bases de données historiques dans l'application numérique qui permet d'enrichir la base et d'avoir une continuité sans perdre tout le travail qui a été fait avant. Là, c'est le taux de remplissage, par exemple. Et ce que l'on voit, en tout cas, sur l'utilisation de l'application digitale, c'est que clairement, même si on a une application digitale, on a encore besoin énormément de temps ARC ou tech, comme vous voulez, mais on a besoin d'êtres humains pour compléter et pour augmenter le taux de remplissage de ces données, parce qu'avec l'application seule, même avec de la discipline, on n'arrive pas à avoir un taux de remplissage optimal. Donc il y a encore besoin énormément, on peut parler beaucoup d'intelligence artificielle, mais on a besoin de beaucoup de travail humain et de RH et d'intelligence humaine pour pouvoir compléter et avoir une base sur laquelle on puisse vraiment faire quelque chose de valable au niveau scientifique. Mais en tout cas, ça marche, il y a encore des choses à améliorer, mais c'est ce qu'on a fait. Alors les principales difficultés, clairement, c'est juste des fois l'accès à l'interface web sur nos systèmes informatiques en consultation. Ça peut paraître stupide, mais clairement, moi en consultation, je suis obligé d'utiliser mon ordinateur portable branché sur la 4G de mon téléphone mobile pour que l'application puisse marcher, parce que l'Internet d'un CHU soi-disant moderne en France ne marche pas assez rapidement. Donc ça peut paraître bête, mais on en est, nous en tout cas, à Clermont-Ferrand, à ce niveau-là. Alors le système informatique accepte la connexion, l'interopérabilité, mais des choses extrêmement basiques qu'on n'aurait pas imaginé avoir comme frein sont bien là, et on n'est pas les seuls à avoir ce type de contraintes. Toute l'application, on l'a développée sans aucune aide privée, c'est-à-dire qu'on voulait pouvoir être totalement indépendant et que ce soit comme Epitor et Epicard, qu'on ait vraiment une indépendance intellectuelle et une indépendance de l'outil digital. Donc il faut trouver des financements. Donc ça reste un problème important. Endo-France nous a soutenus, notre CHU aussi. Les participants soutiennent plus ou moins la partie financière, dont la clinique Tivoli. Donc on essaye de garder cette indépendance financière, mais bien sûr ça coûte de l'argent de maintenir une application, de stocker les données sur un serveur dédié aux données de santé. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a le taux de remplissage qui, même si on utilise une application, même si elle est très avenante, même si c'est un outil que les patientes jeunes ont l'habitude d'utiliser, à long terme, on sait qu'on diminue le taux de remplissage et on est obligé d'avoir une interaction, pas que digitale, sur ce taux de remplissage. Donc il faut encore des moyens humains. Si on regarde au niveau intelligence artificielle, puisque c'était la thématique, l'idée était aussi de créer des données massives. Le problème, c'est qu'en médecine, on a besoin, dans le big data, pas d'avoir que le volume, la variabilité et la vitesse d'acquisition de la donnée. On est aussi extrêmement contraint par la véracité de la donnée, c'est-à-dire la confirmation du diagnostic de l'endométriose, quelle qu'elle soit, qu'il soit définitif. Et je vous rappelle que dans les recommandations, c'est malheureusement encore dans les recommandations internationales le diagnostic histologique. Donc on en est vraiment encore à se poser la question comment sécuriser cette donnée, parce qu'on peut sortir beaucoup de choses avec ces données, notamment en intelligence artificielle, mais en statistique classique. Mais le problème est d'être absolument sûr de ce dont on parle pour ne pas émettre des hypothèses qui vont fausser totalement la prise en charge, alors qu'elles sont basées sur des données fausses. Juste un exemple, pour le Covid, on y a tous été confrontés. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. Quand on regarde les dernières revues de la littérature, pour l'instant, il n'y a aucun algorithme qui est capable de prédire l'évolution du Covid, alors que ça a été des données prospectives extrêmement massives, beaucoup plus massives qu'en endométriose. Et pour l'instant, on n'a pas d'algorithme qui marche. Autre
contrainte, c'est que des algorithmes. On sait que la durée de vie en médecine, c'est à peu près 4 mois. Donc on est extrêmement contraint par la véracité et le volume de ces données en intelligence artificielle. Clairement, pour moi, l'idée aussi, et les deux topos vont très bien après avec, c'est que tant qu'on n'a pas d'interopérabilité et d'échange de la donnée, on va tous être contraints par la nécessité de volume et de véracité de l'information si on veut vraiment faire de l'intelligence artificielle en endométriose. Voilà, merci. Oui, Arnaud. Il y a une question. Une question. Coupez-lui. C'est une question. D'abord, je voudrais te féliciter pour cette démarche. C'est vrai que tu as été l'initiateur et c'est vraiment quelque chose qu'il faut soutenir. Après, moi, je vais te dire les critiques, parce qu'il faut les dire. Pourquoi ce n'est pas encore tout à fait 100% au point? On bute sur deux choses. C'est, comme tu l'as dit, l'interopérabilité. Ce n'est pas une question de machine, c'est aussi une question de centre. Tu as parlé d'Endocal, donc ça fait aussi des années que moi j'ai une base de données. Et derrière, quand on veut adhérer à ton système, on se retrouve à dire on a des questionnaires dont on ne veut pas, d'autres questionnaires qui ne sont pas dedans, etc. Donc on est obligé d'abandonner toutes nos données passées pour rentrer dans le système. Et je crois qu'il manque une réflexion nationale, et peut-être aussi à l'échelle européenne, sur quelles sont les mesures indispensables à une base de données nationale. Parce que plus il y a de données manquantes, il faut se mettre d'accord sur un minimum, un standard 7 minimum, assez léger, voyager léger, où on va recueillir les PROMS, les mesures rapportées par les patients, et les CROMS, c'est-à-dire les Clinical Measurements, qui sont relevés par les cliniciens. Et ça manque en fait dans la démarche. Ça, c'est une première critique. La deuxième critique, c'est que pour adhérer à ton système, il faut payer. Alors moi, je n'ai pas l'argent en fait. Tu vois, il faut payer annuellement, ce qui est normal, hein, mais en fait, mon hôpital ou les hôpitaux n'ont pas forcément d'argent à investir dans un système. Et je crois qu'il faut trouver une solution, encore une fois, à l'échelle nationale, pour obtenir un financement de cette base nationale. J'imagine que pour la sclérose en plaques, ils ont dû faire des choses. Je ne sais pas ce que tu en penses de ces deux remarques. On en a déjà discuté, Arnaud. C'est sûr que clairement, nous, on peut difficilement développer un outil qui est interopérable de façon gratuite, quoi, parce que pour l'instant, c'est nous qui le finançons. Alors, est-ce que c'est le bon modèle? Je ne sais pas. Est-ce que le bon modèle, c'est effectivement Luna ou EndoZiwig? Peut-être. Hein. Moi, je n'ai pas la réponse définitive. Le problème l'idée était d'avoir une certaine indépendance pour le travail scientifique. Mais tu le sais bien, et tout ça, ça a un coût. Alors, est-ce que tout ça, l'idée peut être réutilisée sur les nouvelles politiques sur les bases épidémiologiques? Mais c'est beaucoup de bases épidémiologiques, donc ce n'est pas du tout la même approche. Hein. Donc effectivement, c'est une réflexion à avoir. Moi, je n'ai pas de prétention sur le fait que ce soit parfait. Ce que je peux dire, c'est que l'AGL vient de lancer des guidelines le travail des guidelines pour justement savoir qu'est-ce qu'il faut comme pro et proms pour toutes les patientes. Donc effectivement, encore une fois, peut-être qu'il faut s'inspirer de cette réflexion-là et peut-être qu'il y a un groupe de travail à mener au niveau européen sur ces dossiers-là, savoir quel outil, quelles échelles de qualité de vie, tout ça. C'est toutes les discussions qu'on a eues. Ok. Si je peux juste poser une question, Nicolas. D'abord, la démarche de la AGL est ouverte, c'est-à-dire que si les Européens veulent s'associer, tout le monde peut s'associer. Je pense qu'il n'y aura pas de souci pour ouvrir la démarche. Et c'est une remarque à côté. C'est quoi le but de l'intelligence artificielle dans l'endométriose? En fait, il y a deux choses totalement différentes dans l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, ce dont on parle beaucoup maintenant, c'est un outil digital, une application qui va vous faire des recommandations ou vous dire si vous êtes proche du diagnostic, si vous avez des chances d'avoir le diagnostic et tout ça. Mais ça, c'est pas du tout l'objectif de nous, notre travail, qui était plutôt sur comment identifier correctement les patientes et leur apporter le bon traitement. Ce qui là nécessite un niveau de données qui est
tout à fait différent. Mais c'est pour ça que pour l'instant, ça ne marche pas bien. Si on parle de ce type d'algorithme-là, ça ne marche pas bien. Après, qu'on ait les bonnes recommandations sur une application classique, mais encore une fois, avec Luna et en Nosy vous allez en entendre parler, là, ça marche, mais ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. Ok, je suis désolé, on va devoir passer à la communication suivante. Je vous inviterai à prendre contact avec Nicolas si vous avez des questions sur Noando. Donc on reste bien sûr dans l'intelligence artificielle et donc les outils numériques, et donc une deuxième proposition, donc l'application Luna, représentée par le Dr Jean-Philippe Estrade. Merci, cher président. Merci au APSF de me permettre de présenter ça. Alors bon, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. J'ai plusieurs conflits d'intérêts. Le premier, c'est que je suis président de la SCGP, donc je vais essayer de travailler sur la méthode et pas tellement sur l'intérêt global de l'outil. Qu'il y a du secret industriel et un investissement financier qui est considérable. Nous sommes actuellement en levée de fonds et la transgression que je fais, que certains font de plus en plus, mais c'est une transgression qui doit être mesurée, on est surveillé bien sûr par le Conseil de l'ordre, etc., c'est d'être un médecin entrepreneur, c'est un mal nécessaire à la santé digitale. Et vous allez voir un petit peu pourquoi avec quelques chiffres. La problématique de l'endométriose, vous la connaissez tous, elle est très claire, 10%, 7 ans pour rencontrer un médecin qui fait quelque chose, et à partir du moment où vous l'avez rencontré, ce n'est pas évident de gérer la patiente, puisque la plupart des patientes mettent 2 ans à obtenir un traitement à peu près efficace. Je rentre directement dans le vif du sujet parce que j'ai eu la grande opportunité d'avoir une discussion d'1 heure avec Luc Julia. Peut-être que vous ne connaissez pas cette personne, mais c'est tout simplement l'inventeur de Siri, qui est un Français, et qui dit clairement, et je vous conseille cette lecture, que l'intelligence artificielle n'existe pas. Pourquoi ? Et pourquoi il modère un petit peu ? Il préfère parler d'intelligence augmentée. Tout simplement parce que, si vous voulez, pour construire une intelligence artificielle, il faut avoir des données qui soient extrêmement solides, vérifiable, et que ça ne peut pas être fait que par l'annonce de la patiente, ni sur un compte-rendu, parce qu'on est soumis à plusieurs influences quand on fait un compte-rendu d'IRM qui ne sont pas forcément standardisés, un compte-rendu opératoire qui n'est pas forcément standardisé. Ce qui est seulement standardisé aujourd'hui avec des normes, ce sont les comptes-rendus de biologie. Donc il y a un mythe autour de l'intelligence artificielle, et le risque en fait c'est de construire des chimères, des constructions, des algorithmes qui ne vont pas forcément nous envoyer vers la bonne direction, et on sait que l'attente des patientes globale, mais en endométriose est énorme, et qu'aujourd'hui la gynécologie, et j'en témoigne parce que j'ai pris des responsabilités depuis quelques années, est sortie de ce marasme. La chirurgie gynécologique est une vraie spécialité reconnue. Il ne s'agirait pas non plus de retourner trop facilement dans des mythes et de l'approximation. Il y a une résistance au changement des docteurs, ça c'est évident. Vous avez vu beaucoup d'instruments qui sont aussi valables que les autres, et vous en verrez après, mais les remplir des questionnaires, c'est compliqué. Il faut l'intégrer au système de santé. Il faut se différencier des applications de bien-être, 250 000 applications par an en santé dans le monde. Il y a un manque d'investissement professionnel des médecins, de l'expertise. Seulement 42% des médecins, des startups sont investis par des médecins. Et globalement, le monde de la finance aujourd'hui, et c'est très compliqué, et si quelqu'un a la recette, et nous sommes actuellement en levée de fonds, et je peux vous dire que c'est des concours qui sont extrêmement complexes et peu envahis par l'investissement global. Et que globalement, il faut déstigmatiser les tabous autour de cela. Alors, aujourd'hui, notre projet, il est assez clair, il est ambitieux. C'est la thérapie digitale endométriose, tout simplement en détectant les patientes par un algorithme sur lequel je vais revenir très rapidement, permettre à la patiente d'avoir une consultation assez rapide, et ensuite de catégoriser les données le plus facilement possible et surtout de façon le plus fiable, tout simplement, car derrière, il y a des choix de traitement. Et la partie, j'allais dire, la plus importante et la plus difficile, c'est le suivi spécifique des patientes et de remplir les questionnaires. Donc globalement, aujourd'hui, notre projet repose sur un score qui s'appelle le Luna Endo Score, qui a été validé scientifiquement et qui est paru dans le Lancet en janvier 2022. Si on considère que 80% des femmes se posent la question à un moment donné avec des douleurs, on va établir 3 types de risques avec seulement 10 questions, avec une sensibilité et une spécificité assez intéressante, avec un risque faible, un risque modéré et un risque élevé. Globalement, l'étude s'est positionnée sur un questionnaire de 30 patientes sur 12 ans, avec toutes les patientes qui ont été opérées pour une raison ou une autre, et à la fin, on recueillait donc en fait le questionnaire, et en fonction de l'anatomopathologie, du phénotype de la patiente, les statisticiens ont évalué les risques.
Et c'est cette base de données qui est une base de données extrêmement importante, car c'est une base de données qui repose sur de l'anatomopathologie et du phénotype des patientes. Et c'est sur cette base de données qu'aujourd'hui, petit à petit, et je ne dévoilerai pas les résultats parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la prétention de changer le monde de l'endométriose, et tout ça doit être validé, et on valide ce type de résultats sur cette base ancienne. L'application va également assurer la rétention des patientes et essayer de les garder par un espèce de gaming dans l'application pour qu'on ait des données régulières. Et vous allez voir que les taux de rétention sont difficiles à avoir. Il y a un agenda menstruel, il y a un questionnaire qualité de vie, un pilulier qui est très fiable avec tous les médicaments, il y a une éducation thérapeutique. Aujourd'hui, globalement, quand on s'intéresse à la santé digitale, il faut s'intéresser beaucoup au digital, parce qu'en fait, il y a peu d'applications que vous utilisez dans votre téléphone, très très peu. Et en fait, il faut que, pour une bonne application de santé digitale, il faut que le téléphone soit le sensor et qu'on soit capable rapidement de mettre des données à l'intérieur, sinon ça ne sert à rien. Globalement, nous atteignons à peu près 30 000 téléchargements avec un taux de conversion qui est pas mal de 45% et un taux de rétention de 23,5%. C'est-à-dire qu'il y a seulement 23,5 patientes qui restent sur l'application et qui rentrent dans les données. La moyenne des applications est de 6%. Il y a une vision, une équipe, donc je voulais simplement signaler parmi l'équipe un des cofondateurs qui est Charles Chaperon, et qu'effectivement aujourd'hui, je ne vous ai rien appris forcément sur l'intelligence artificielle en endométriose, mais par contre, il y a vraiment des choses à faire dès le départ et dès la base de la construction. D'abord d'avoir des données fiables et ensuite, effectivement, de répondre à la doctrine du numérique en santé, qui est le Ségur numérique, avec effectivement la charte d'interopérabilité, de sécurité, de travailler avec l'INS, qui est le nouveau numéro de sécurité sociale, qui est personnel, la sécurisation avec bien sûr des clouds certifiés, mais bien plus. Et en fait, et c'est le premier travail que nous avons effectué et qui coûte un argent fou, c'est d'être labellisé dispositif médical et certifié CE, tout simplement pour aller évidemment pouvoir être interopérable et également aller vers le remboursement de sécurité sociale. Là, quelques données assez rapides sur la répartition de l'âge des utilisatrices. Et effectivement, le côté très important de notre projet, sur le point où nous voulons nous améliorer, c'est que vous avez la répartition en vert-orange du risque faible, modéré et élevé. Vous voyez que la majeure partie des patientes sont en risque élevé, donc c'est une sélection naturelle, un biais direct, et qu'aujourd'hui, il faut augmenter les taux faibles, tout simplement pour avoir une population témoin. Et c'est à partir de là, à partir de cette population témoin, que nous pourrons avoir également une bonne construction de notre niveau d'intelligence artificielle. Voilà pour notre projet. Merci Jean-Philippe. En t'entendant, quand tu as commencé ton topo, tu nous as expliqué que l'intelligence artificielle n'existait pas. Enfin, c'est ce qu'a dit le spécialiste de l'intelligence artificielle. Il nous a dit que les algorithmes, ça ne marchait pas. Et puis, tu finalement développes l'application Luna qui utilise un algorithme et puis tu montres les résultats de sensibilité qui sont... Enfin, tu les as montrés, 84% de sensibilité, une spécificité qui est très en dessous de 95%. Comment est-ce que tu... Enfin, tu vois, il y a une antinomie entre ton introduction et le fait que tu dises bah, j'utilise finalement un algorithme qui a une sensibilité qui n'est pas très bonne. C'est la même chose pour Ziwick d'ailleurs, et c'est pour ça que je te pose cette question-là. Comment est-ce que tu fais pour lutter contre cette contradiction qui est de dire bah, j'utilise l'intelligence artificielle en utilisant des algorithmes, mais finalement ça ne marche pas bien, mais j'utilise quand même en développant une application? Tout à fait. En fait, la question, c'est de remettre un petit peu le niveau de l'intelligence artificielle que nous avons besoin en médecine, parce qu'en médecine, c'est une science qui a nécessité à évoluer lentement, malheureusement, parce qu'à chaque pas qui est effectué, nous ne devons pas redescendre. C'est ce que nous devons aux patients. Quand on s'améliore en chirurgie, c'est ce qu'on fait. On ne développe pas une nouvelle technique pour se recasser la gueule. Quand on parle d'intelligence artificielle, et je vous conseille vraiment cette lecture, on a plutôt tendance, on ne change pas l'acronyme, mais d'intelligence augmentée. Et pour avoir une intelligence artificielle aujourd'hui solide, comme Siri qui commence à devenir solide, Siri marche parce qu'elle a des données très fiables. Si vous voulez manger une pizza au fromage à moins de 1000 mètres d'ici, comme tout est répertorié sur Google, c'est fiable. L'information est donnée avec les horaires qui sont donnés. Aujourd'hui, ce qui nous manque en médecine, c'est la véracité des données. Et c'est pour la question pour laquelle je pense que, d'ailleurs, 70% des patients ne croient pas en lien en médecine. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Vous avez vu, le taux de rétention est faible, il est à 25%. En fait, il est énorme dans le monde du digital.
Donc aujourd'hui, la question, c'est qu'il faut construire quelque chose qui soit vraiment extrêmement solide dès le départ, parce que le digital, on peut changer des choses, hein, c'est ce qu'on appelle les SDK, ce sont des boîtes d'outils qu'on change les uns après les autres. À la différence d'une maison, on ne peut pas vraiment changer les briques, mais on ne peut pas démobiliser tout parce que c'est un travail de dingue et qu'un développeur, ça coûte un argent fou et que nous, ça nous coûte énormément de temps. Donc ce que je veux dire par là, c'est que partons plutôt, mon opinion, c'est de dire qu'il faut partir plutôt sur une intelligence augmentée, qu'il faut être sûr de nos données de départ. Et à partir de là, nous aurons des buts. Et Michel Canis se posait la question tout à l'heure, finalement, à quoi sert l'IA en endométriose? Moi, en fait, quand je vois une patiente qui est en endométriose, je veux savoir si son taux approximatif de fertilité, si son évolution. Je reviens un peu sur la médecine de base. Il y a un grand sujet que je soulève à chaque congrès, je vais le resoulever à la CEOUD, c'est on a une anapathe qui est catastrophique en fait, puisqu'on nous répond à endométriose ou pas endométriose, on a très peu de choses. Aujourd'hui, comment faire de l'intelligence artificielle augmentée en endométriose sans avoir des données, des véracités d'anapathe qui soient plus sérieuses? Des récepteurs hormonaux, de la fibrose, des luminocytochimie sur l'évolution. Ouais. Aujourd'hui, on dispose en fait de rien. Il y a de très bons outils d'intelligence artificielle en cancer du sein, mais en cancer du sein, on a 3 pages d'anapathe. Donc je pense qu'aujourd'hui, on en est au début. Je pense qu'il faut faire des efforts. On est plusieurs à le faire et peut-être pas assez, parce que plus, entre guillemets, il y a de concurrents et plus les investisseurs s'intéressent au marché, et on sait tous qu'on a de gros problèmes avec ça. Les choses ont changé hein, depuis la déclaration du président de la République, mais c'est pas encore ça. Mais je pense qu'il faut quand même un petit peu... c'est un gros travail en sous-main et sortir des choses au fur et à mesure qui soient vraiment validées, parce que moi, ma crainte, et on le voit aussi avec les manifestations, on est très, très, très regardé et observé, et j'y pense tous les jours. Merci beaucoup. On va maintenant donner... Merci beaucoup, Jean-Philippe. La parole à Léa Delbos, à nouveau, qui, comme vous le savez, travaille au CHU d'Angers dans le service du professeur Descamps, qui va nous donner sa version sur ZWIG de l'utilisation de l'intelligence artificielle en endométriose. Merci beaucoup. Donc c'était M. Descamps qui devait faire cette présentation et qui ne peut être présent. Donc voilà, il y a quand même un petit peu sa griffe dans la présentation. Donc je vais vous parler d'EndoZWIG. Je suis membre du board ZWIG. Donc pourquoi l'intelligence artificielle ou intelligence augmentée, tout à fait, le terme est peut-être plus approprié en effet dans l'endométriose. Donc je remercie le professeur Golfier pour ces slides que vous avez peut-être déjà vus. Donc ça c'est la répartition des femmes. Le gros rond c'est les patientes endométriosiques et les petits ronds ça nous représente. Et donc un vrai chaînon manquant pour essayer d'englober le diagnostic de toutes ces patientes, d'où aussi l'errance. Alors on a parlé aussi de la formation des médecins, mais également d'un problème humain et démographique en fait. Donc pourquoi pas utiliser cette intelligence augmentée dans le diagnostic et la prise en charge de ces patientes. Donc le travail pour EndoZWIG a commencé par des auto-questionnaires diagnostiques, boostés par de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que la revue de littérature en 2017 indique qu'aucun des questionnaires pouvait augmenter ou améliorer la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose. Donc plusieurs équipes, en effet, se sont lancées sur le projet, comme on en a déjà entendu pas mal parler ce matin. Donc, auto-questionnaire rempli par la patiente, en ligne, avec un accès sécurisé, des données en effet sécurisées sur des serveurs, et le tout calculant un algorithme et orientant la patiente vers la prise en charge la plus adaptée, sans donner de diagnostic, mais une probabilité. L'interface pro, donc c'est-à-dire que la patiente, comme pour nous endo, arrive avec son résumé de l'ensemble de ses données auprès de son professionnel, qui a partagé le dossier, qui a donc lui une rapidité de lecture et donc une facilité de la consultation. Il peut se consacrer à autre chose et donc à une charge administrative nettement abaissée. Le module RCP qui a également été créé, qui permet d'articuler et donc d'interchanger avec d'autres professionnels pour discuter du dossier, et avec une fiche du RCP générée directement qu'on peut envoyer aux collaborateurs et à nos interlocuteurs qui prennent en charge la patiente à l'extérieur. Mais bien sûr, on a cherché à analyser cet auto-questionnaire, puisque comme on l'a dit, l'auto-questionnaire c'est difficile. La patiente remplit elle-même des données médicales. Donc forcément, comme l'ont dit
les précédents orateurs, il faut reprendre souvent le questionnaire un petit peu pour préciser certaines choses, même si ça nous mâche bien entendu énormément le travail. Et pour ça, on a utilisé donc des modèles mathématiques d'intelligence artificielle ou intelligence augmentée qui permettent de traiter un très grand nombre de données qu'on ne peut pas traiter à l'échelle humaine. Donc, on va utiliser des random forests, des régressions logistiques. Donc moi, je ne suis pas du tout spécialisée dans l'intelligence artificielle, mais j'ai à peu près compris le principe de fonctionnement. Avec ça, ils ont calculé donc, les courbes ROC, c'est-à-dire la précision diagnostique du questionnaire, de l'auto-questionnaire. Et bien globalement, on avait des courbes ROC intéressantes jusqu'à 0,88. Donc vous savez que la courbe ROC, le but, c'est d'atteindre ce point-là, c'est-à-dire le point le plus extrême pour la meilleure sensibilité et spécificité. Et chez nous, c'était quand même insuffisant. Donc, comme les autres équipes qui travaillaient sur l'auto-questionnaire ou les questionnaires en endométriose, tout le monde retrouvait à peu près les mêmes résultats de manière similaire. Ça s'intègre également donc, sur les recommandations de l'ECHRE qui dit qu'à ce jour, donc les recommandations de janvier 2022, il n'y a pas d'utilisation de questionnaire pour réduire le diagnostic en endométriose. Il recommande toujours d'utiliser les imageries, échographie IRM et de se rendre à la célioscopie en cas de suspicion diagnostique et imagerie négative. Il rajoute une recommandation également sur les biomarqueurs en indiquant qu'à ce jour, il n'y a pas de biomarqueurs en endométriose, que ce soit dans le tissu endométrial, le sang ou les fluides menstruels. Donc, c'est là qu'on va commencer à parler pour notre équipe de micro-ARN. Le micro-ARN, c'est donc, pour vous simplifier le détail, vous avez l'ADN, l'ARN messager qui transcrit l'ADN en protéines, et le micro-ARN va lui aller dysréguler, modifier le fonctionnement de l'ARN messager, et donc ne code pour rien. Mais il va se retrouver en des quantités assez importantes et facilement analysables dans les fluides sanguins. On va le revoir. C'est pas du tout Ziwig qui a trouvé les micro-ARN, ça date donc dans l'endométriose, ça date de nombreuses années que les micro-ARN sont regardés à la loupe, et dans l'endométriose, ça commence avec l'étude de Pannier en 2018, qui par micro-arrêt va découvrir qu'en fait, il retrouve toujours les mêmes micro-ARN, mais il arrive à en analyser 6 à 10 maximum, parce que la technique biologique le limite. Mais par contre, c'est impliqué dans de nombreux mécanismes physiopathologiques de l'endométriose. On le retrouve dans des quantités très satisfaisantes pour une analyse dans le sang et la salive, qui sont les liquides biologiques qui sont facilement accessibles pour nous. Mustapha, par la suite, en 2020, publie donc dans l'American Journal une étude vraiment très intéressante sur les micro-ARN, où il arrive à trouver une signature diagnostique d'endométriose avec une très belle courbe ROC, mais son groupe contrôle n'a pas de dysménorrhée. C'est-à-dire qu'il a des patients endométriosiques et le contrôle manque de validité pour pouvoir confirmer cette signature endométriose. Et donc, c'est là que les premières études sortent avec l'analyse en séquençage nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on va analyser tout le micro-RNome de chaque patiente, en fait. Donc, pour une patiente, on va analyser tous les micro-ARN qu'elle a dans différents fluides. Et donc, ça fait plus de 2600 biomarqueurs par patiente, ce qui nous donne nettement plus d'informations. Ça nous permet également d'avoir une cartographie des voies de signalisation, une compréhension plus fine des phénomènes physiopathologiques. Et donc, on va donc analyser ces micro-ARN dans différents fluides. Dans la salive, donc étude dont on a pas mal entendu parler, donc 247 patientes avec 47 exclus pour des problèmes soit d'imagerie non valable, soit de symptômes non valables. Et donc, on a 200 patientes à qui on analyse la salive. 153 vont avoir un diagnostic d'endométriose, soit pour une IRM pour lequel il y a des signes avérés d'endométriose, atteinte rectale, endométriome, pour lequel l'IRM est fiable. Les autres, par célioscopie, par intervention avec biopsie. Les témoins, elles, sont des patientes qui ont des dysménorrhées, mais qui n'ont pas d'endométriose, prouvée par une célioscopie, donc tout opéré. Les patientes dans chaque groupe sont comparables en termes de symptômes, en dehors de la sciatalgie.
Et dans le groupe endométriose, il y a une répartition assez équitable entre les stades 1 et 2 ASRM et stades 3 et 4. Ce qu'on retrouve dans la salive, qui est l'avantage d'être un fluide très stable, puisqu'on peut l'analyser jusqu'à 40 jours après réception, et même en le laissant à température ambiante, et qu'on peut auto-prélever, ce qui limite également les intermédiaires, eh bien on retrouve qu'il y a une vraie marque salivaire, c'est l'espèce de petit graphique bleu que vous voyez en bas, qui représente les micro-ARN, et on retrouve 109 micro-ARN qui permettent une signature salivaire de l'endométriose, avec une très bonne sensibilité, 96%, un peu plus de 96%, une spécificité de 100%. On va l'analyser également dans le sang, et dans le sang on retrouve 86 biomarqueurs. Pourquoi? Parce que la quantité de micro-ARN dans le sang et dans la salive n'a pas la même biodisponibilité, on va dire, mais on retrouve exactement les mêmes résultats, et c'est reconfirmé sur une dernière étude publiée il y a quelques jours. Donc, bien entendu, on peut se poser la question de la quantité de patientes incluses dans cette étude, 200. Ça paraît faible pour une étude dont on a l'habitude d'avoir des chiffres très importants. Maintenant, on travaille avec de l'intelligence augmentée, avec énormément de données par patiente, et donc, pour chaque patiente, eh bien, en fait, on va avoir plus de données que dans un recueil de données habituel. En machine learning, en plus de ça, pour chaque technique mathématique qu'on va utiliser, ça crée en fait le nombre de sujets nécessaires à analyser. En fait. Ça va nous donner la taille de l'échantillon analysé, et on se rend compte que même si on augmente énormément notre nombre de patientes, ça ne nous donnera pas plus de valeur, puisque si on regarde par exemple le modèle de training en random forest, qui est un des modèles mathématiques d'intelligence artificielle, on se rend compte qu'on soit à 140 ou on soit à 180 patientes, eh ben on a un score quasiment à 1, une sensibilité très très élevée. Et si on en rajoute 500 de plus, on aura toujours le même score. Si on le fait sur un modèle de validité externe, eh bien en gros c'est pareil, à 180 on va avoir quasiment le même résultat. D'où la publication à 200 patientes. Mais par contre, on entend bien que cette étude doit être validée par une nouvelle cohorte, c'est-à-dire d'autres patientes que les 200 patientes sur lesquelles on a fait le test diagnostique. C'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Il y a déjà 5 centres qui participent à l'étude, avec Rennes, donc Paris, Hôpital Tenon, Angers, Lyon Sud et Bastia. Et donc on est en train d'analyser des nouvelles patientes en vie courante, c'est-à-dire les patientes qu'on opère pour endométriose, les patientes qu'on opère pour des dysménorrhées mais qui n'ont pas d'endométriose, qui constituent notre base de témoins. Et donc on avance tranquillement, et on vient de finir l'analyse intermédiaire, à peu près à 200 patientes. Je ne peux pas vous donner les résultats puisque c'est en cours de soumission, mais on a plutôt le cœur léger en venant vous parler de ça. L'analyse est en train de continuer puisqu'on va inclure 5 centres de plus au niveau national. Pourquoi? Pour accélérer les inclusions, puisque ce qui est difficile dans cette étude, c'est d'avoir un groupe témoin valable. Parce qu'on est on veut beaucoup de rigueur sur notre groupe témoin, puisqu'il faut des patientes qui ont vraiment des symptômes d'endométriose, mais qui n'ont pas d'endométriose. Et finalement, on se rend compte que des fois, même sur une ligature des trompes, on opère et on se rend compte qu'il y a de l'endométriose dans le ventre. Donc, on ne peut plus la mettre dans le groupe témoin, etc. Donc, c'est pour ça que l'analyse continue encore, et on espère vous présenter donc, les résultats de l'étude définitive à PSF l'année prochaine. Donc pourquoi pas se servir en effet de toutes ces techniques d'intelligence augmentée pour nous aider dans la prise en charge de ces patientes, par le séquençage nouvelle génération, qui est une technique également utilisée dans d'autres spécialités qui n'étaient pas vraiment utilisées dans la gynécologie, et des experts en intelligence artificielle que nous ne sommes pas et dont nous avons besoin peut-être pour nous aider à avancer. Donc je vous réinvite au congrès ABC Fertilité, et M. Descamps vous convie à la FIGO l'année prochaine. Je crois, Léa, que tu as bien présenté la double utilisation potentielle de l'intelligence artificielle et des algorithmes. Plus exactement, on va faire plus simple que dire intelligence artificielle, qui est un mot un peu bateau ou augmenté. Pour dire, premier point, c'est qu'on a finalement montré, toutes les équipes qui travaillent ici, que les questionnaires ne permettent en aucun cas
d'aboutir à un diagnostic de l'endométriose. Ils permettent d'orienter, ils permettent de classer en risque faible, modéré ou élevé, mais ils ne permettent pas de faire un diagnostic d'endométriose. Et notre besoin, effectivement, est celui d'un marqueur, et en l'occurrence l'endotest, pour ne pas le nommer, qui utilise cette fois-ci des algorithmes d'intelligence artificielle sur des données massives, puisque, comme tu l'as très bien dit, chacun d'entre nous, nous avons environ 2600 micro-ARN, et le séquençage de chacun de ces 2600 micro-ARN donne des quantités de données phénoménales, non analysables par notre esprit humain. Et pour 4 gigas de données par patient. 4 gigas de données par patient, merci Léa. Et donc on comprend bien que là, cette fois-ci, l'utilisation des algorithmes d'intelligence artificielle est fondamentale pour arriver à la définition d'un outil diagnostique qui reste très prometteur. On a tous bien entendu qu'il fallait l'étude de validation, mais quand vous avez un outil qui annonce une précision diagnostique de 98%, vous avez au moins l'obligation d'ouvrir les yeux et de dire « Ah, why not ? Ça pourrait être intéressant ». Et donc, effectivement, l'étude de validation externe est en cours. La carte que Léa vous a montrée montre que beaucoup de centres maintenant rejoignent cette étude. Je ne veux pas les nommer tous, mais la clinique Tivoli, Horace Roman intègre, par exemple, Hervé Fernandez, que j'ai vu dans la salle tout à l'heure. Je ne vais pas citer tout le monde, simplement pour dire qu'il y a une vraie pertinence à continuer d'analyser ça, et on espère bien vous démontrer, avec beaucoup de, comment tu as dit, confiance, le cœur léger, que ça fonctionne. Et voilà où on en est à ce jour. Donc, une précision diagnostique sur l'étude Princeps qui est quand même extrêmement élevée. On a un quart d'heure de retard. Non, tu n'as pas le droit, c'est pas possible, Arnaud, donc, on a un quart d'heure de retard. Je t'invite à te rapprocher de Léa après. Donc on va passer à l'orateur suivant. Ben non, mais franchement, un quart d'heure. Mais tu nous promets que c'est 15 secondes. 15 secondes. 15 secondes. Ça, c'est du... 15 secondes, très bref. J'ai 2 remarques. La première remarque, c'est vous voyagez le cœur léger. Moi, j'ai bien compris ça. Je suis intéressé pour connaître les résultats de la seconde étude. 100% de spécificité sur 47 témoins, ça fait jusqu'à 9% de faux positifs avec l'intervalle de confiance. Ça veut dire que même le cœur léger, vous pourriez vous heurter à un problème de spécificité dans l'étude de validation. Ça n'est pas impossible. Et que de toute façon, si vous n'avez pas 100% et 100%, vous ne pouvez pas dire, comme le dit François, qu'on fait le diagnostic avec un signal miRNA. C'est du profilage, comme on le fait avec les symptômes, et ça marche plus ou moins bien. Mais ça restera du profilage, et ça restera un pré-diagnostic. Ça, c'est la première remarque. Il faut, et je crois qu'il faut être prudent dans les annonces qui ont été faites, parce que moi, quand je parle aux externes et aux médecins généralistes, tout le monde me parle de endotest. Et c'est là où j'ai ma deuxième question, qui est une deuxième question importante. D'autres équipes ont travaillé sur les miRNA. Ils ont trouvé d'autres signatures qui sont très différentes des vôtres. Comment vous expliquez ces différences ? Alors, pour la première question... on a vraiment très peu de temps, Léa. Oui, très bien. C'est juste, en effet, peut-être on va se confronter... Alors, on verra bien avec l'analyse de validation externe, mais on a quand même des sensibilités et spécificités qui dépassent tout ce qu'on sait déjà faire en termes de diagnostic, y compris par la célioscopie. Donc, je pense que c'est quand même à prendre en considération. En tout cas, ça, c'est la dernière étude de Pasquale qui montre quand même des résultats qui sont... certes, médiocre quand même par rapport à d'autres techniques. Donc je pense que c'est à intégrer dans notre décision de diagnostic comme les autres, au moins, et à prendre en considération. Maintenant, concernant plus finement la technique de micro-ARN trouvée, là, c'est moins mon domaine en termes de biologie. On va arrêter, mais on admettra juste que si on a un test qui a une sensibilité supérieure à 95%, une spécificité supérieure à 95%, c'est quand même pas mal. Hein, on pourra bien le crier. Et puis par ailleurs, les analyses qui ont été faites sur les micro-ARN jusqu'à maintenant ne comportaient jamais l'analyse extensive de la totalité des 2600 micro-ARN. C'est pour ça qu'il y a des discordances. Et on arrête là, je suis désolé, parce qu'après, on va déborder et ce n'est pas notre objet. Merci beaucoup. On va maintenant laisser la parole à Pascal. Pascal, donc tu vas nous parler de... On n'a pas eu de topo encore là sur ce sujet, donc sur la partie radiologique et toute l'innovation de l'imagerie dans l'endométriose.
Donc l'imagerie préopératoire, effectivement, dans l'endométriose. L'idée, c'est de faire une cartographie qui soit exhaustive. On va détecter les lésions dans le pelvis, bien sûr, mais on a une distribution péritonéale, donc également les lésions extradigestives. On ne va pas s'arrêter à la détection, on va essayer de décrire mieux ces lésions, on va le voir, pour faire une cartographie exhaustive et finalement essayer d'anticiper le geste et de proposer en RCP d'étayer la décision chirurgicale, est-ce qu'on va opérer ou pas, et en fait peut-être faire un devis, parfois on va reculer, préférer un projet de grossesse, ou alors décider de la décision chirurgicale et à ce moment-là organiser le geste, en pluridisciplinaire éventuellement, et puis donner des informations à la patiente. On a plusieurs techniques d'imagerie, on a dans le pelvis l'échographie, on a l'IRM et l'écho endorectal en troisième intention. L'échographie c'est un bon examen au départ, c'est un bon examen également pour faire un bilan préopératoire. Ici, une série sur 120 patientes donc, du Brésil, très optimiste, des très bons résultats, n'en déplaise à Arnaud Fauconnier. Si on regarde un petit peu l'endométriose profonde, on voit qu'ils ont une sensibilité très haute à 90%. C'est vrai que la sensibilité n'est pas parfaite en échographie. On peut sous-estimer et avoir des faux négatifs d'endométriose profonde, mais ce qui est bien, c'est que c'est assez spécifique. Lorsqu'on voit une anomalie en échographie, souvent elle est présente et on limite les faux positifs, ce qui est moins le cas en IRM. Ils sont également avec des très bonnes performances diagnostiques sur les lésions du rectum, et c'est vrai, l'échographie est un bon examen jusqu'à 20 cm de la marginale pour voir des lésions rectales. Ça sera le seul point sur l'IA ici, c'est un papier de l'équipe d'Italie et de Guerriero qui montre qu'avec l'IA, en signe direct de l'endométriose rectale, mais également en regardant un kissing ovary ou sliding sign, ils peuvent approcher le diagnostic d'endométriose rectale, mais vous voyez avec des performances diagnostiques moins bonnes que chez le radiologue. L'échographie permet de voir des lésions d'endométriose vésicale, généralement lorsqu'elles sont infracentimétriques ou latérales un petit peu moins bien. On a des bonnes performances diagnostiques, vous voyez qu'il y a un petit défaut de sensibilité, qui est pourtant haut dans cette équipe à 75%, on est plutôt autour de 50% en vie réelle. Et donc finalement, il y a certaines équipes qui disent que l'échographie peut remplacer la célioscopie diagnostique. Lorsqu'on regarde un petit peu où sont les lésions et qu'on les mesure, on peut faire un score d'Anzian, ici considéré comme très fiable. En Australie, Kunduz trouve que l'échographie permet de faire le bilan préopératoire et peut préjuger de la complexité chirurgicale, et également avoir le score de classification américain en échographie. Comme le disait Arnaud Fauconnier aussi tout à l'heure, je pense que c'est un peu illusoire, ce n'est pas la vie réelle, on n'a pas des comptes rendus en échographie qui permettent pour le chirurgien d'avoir le confort et d'aller vers la chirurgie sans avoir d'autres bilans. Et puis l'échographie, c'est un examen qui est quand même peu reproductible. Et on a bien sûr l'IRM qui est un examen de référence, on l'utilise tous. Dans certains centres, dont à Lyon-Sud, on l'utilise systématiquement avant la décision chirurgicale. C'est un examen clé de la RCP, puisque c'est un examen qu'on peut exposer, on parle le même langage, on se décrit les lésions. C'est un examen reproductible, ça veut dire qu'il faut avoir un protocole dédié, c'est-à-dire qu'il faut suivre les recommandations. On a trop d'examens de l'extérieur qu'on lit en RCP qui sont mal protocolés et on a du mal à donner des décisions. C'est un examen qui a une très haute performance pour l'endométriose profonde, avec cet article Princeps de l'Hôtel Dieu de Paris et de Tonneau en 2004, qui montre des performances diagnostiques, quel que soit le site d'endométriose profonde, de plus de 90% en sensibilité et spécificité. Et on s'est amélioré, on est peut-être même trop bon et on fait, je pense, des faux positifs, notamment sur les ligaments hétérosacrés. Donc l'IRM, elle va pouvoir compléter notamment l'échographie. Lorsqu'en échographie, on est limité, on sent qu'on ne voit pas toutes les lésions. Lorsqu'on a une échographie qui n'explique pas les symptômes, on va faire une IRM. Pourquoi ? Parce qu'on a un champ de vue qui est beaucoup plus large que l'échographie qui bute dans le cul-de-sac vaginal. On va voir des lésions ici critiques sur le sigmoïde distal, qui vont forcément être prises en charge en chirurgie de façon différente. Il faut les anticiper. Ici, un arbre qui cache la forêt, un endométriome, bien sûr, qui avait été vu en échographie, mais derrière, on a une énorme lésion un petit peu historique sur le nerf sciatique. Retard diagnostique, patiente qui marchait avec une canne. On voit ici l'atrophie des muscles, et clairement, le chirurgien va tomber sur un os s'il s'est uniquement fié à l'échographie. Également des lésions pariétales, qu'elles soient au niveau du muscle grand droit, au niveau des creux inguinaux, souvent sous-estimées cliniquement ou en échographie. Et puis l'IRM, c'est un examen qui a une très bonne résolution en contraste. Et de façon assez étonnante, en échographie, vous voyez, sur le secteur latéral, ici avec cette échographie de fusion, on voit très bien en IRM la dilatation de l'urtère, mais en échographie, on a beaucoup de difficultés. La sonde, elle est au contact des structures, mais on les discerne mal, alors qu'en IRM, on n'a pas de problème. Vous voyez la sensibilité pour la détection d'une atteinte du paramètre en échographie à 30%. C'est insuffisant pour pouvoir aller sereinement à la chirurgie, alors qu'en IRM, on est quand même largement meilleur. Et puis lorsqu'on a une atteinte extensive, une atteinte complexe, clairement l'échographie va être insuffisante, notamment dans les lésions sous-péritonéales, que ce soit au niveau du paramètre antérieur, du paramètre moyen ou à la partie postérieure, ici la lame sacro-rectogénitale. C'est l'IRM qui va permettre de proposer une cartographie. Et puis, ça c'est juste un point de rappel, vous savez que lorsqu'on échographie, on a une lésion
qui est suspecte ou qui est indéterminée, on va aller à l'IRM et l'IRM va faire le bilan du cancer avec une association endométriose cancer avec les carcinomes endométrieux et des cellules claires, et puis faire le bilan également de l'endométriose, mais on part après sur un autre sujet. Et donc finalement, comme en échographie, en IRM, on est capable de mesurer des lésions, on est capable de dire où elles sont et donc d'approcher vos scores radiologiques, notamment le score d'Inzian, et de pouvoir faire un bilan préopératoire. Est-ce que pour autant il faut s'arrêter à ça et est-ce qu'on peut se satisfaire de cette logique de détection? Je ne pense pas. Il faut aller au-delà, il faut aller décrire les lésions de façon précise, il faut donner des points d'anatomie, il faut permettre aux chirurgiens d'envisager la gravité de la lésion, la complexité de la lésion et donc du geste. Donc il faut standardiser nos comptes rendus. On y travaille actuellement avec la Société d'imagerie de la femme. On va proposer dans l'été des comptes rendus en échographie et en IRM. L'idée n'est pas d'opposer les techniques, c'est bien de les rendre complémentaires, même si clairement je pense que l'IRM permet une cartographie très exhaustive. Et donc il faut parler le même langage, par exemple, faire le bilan d'une lésion rectale en 5 points, donner la distance à la marginale, très difficile en échographie. Est-ce que la lésion affleure le bas rectum avec un geste qui va être plus difficile? Donner la taille des lésions avec la longueur et la largeur qui plus vont être importantes, plus elles peuvent orienter vers une résection rectale. On a pu montrer dans une série de plus de 60 patientes que lorsqu'on a une épaisseur, donnée qui est également retrouvée en échographie par Malzoni en Italie, à plus de 14 mm, on va avoir un geste préférentiel de résection versus un shaving dans notre série, il n'y a pas de résection discoïde. On va appréhender la circonférence, plus de 40% avec ce cut-off en chirurgie qui va orienter plutôt vers une résection rectale. Et vous voyez qu'on a en IRM toute cette laxité d'avoir une coupe perpendiculaire au grand axe du rectum et de donner ces mesures, que ce soit par cadran ou avec un angle. Concernant l'atteinte en profondeur, est-ce qu'il y a une atteinte de la musculeuse interne, est-ce qu'il y a une atteinte de la sous-muqueuse? Clairement, c'est l'échographie qui a cette résolution, qui voit les différentes couches. Et ça sera peut-être la seule place de l'échographie endorectale en troisième intention, dans certaines équipes qui vont pouvoir appréhender une atteinte, vous voyez, transfixiante ici de la musculeuse avec une atteinte de la sous-muqueuse et donc au moins une résection discoïde, voire une résection rectale. Et puis, en face de ces atteintes rectales, il y a également des lésions associées. On a un cul-de-sac vaginal, on a une atteinte de l'urtère. On n'a pas trouvé de facteur prédictif en dehors d'une atteinte de la lame sacro-rectogénitale ici postérieure, qui chaque fois qu'elle était présente entraînait une résection chirurgicale dans notre centre. Pour le paramètre également, on va avoir une analyse dédiée, on va dire l'atteinte du paramètre, on va dire s'il est proximal, on va repérer l'urtère, donner la distance à l'urtère, décrire si l'urtère en revanche est dilatée, s'il est une atteinte circonférentielle ou hémicirconférentielle, on n'est pas très bon pour appréhender le caractère intrinsèque ou extrinsèque de la lésion. Le moins mauvais signe qu'on ait, c'est une circonférence de 360 degrés pour proposer une atteinte intrinsèque, mais ce n'est pas un très bon signe, et puis cette atteinte reste quand même minoritaire. En revanche, on va donner au chirurgien la distance entre la sténose et le méa pour éventuellement appréhender des difficultés de montée une vessie psoïque, notamment lorsqu'on est au niveau des vaisseaux iliaques. Et puis il y a ces atteintes postérieures qui sont critiques, qui ne sont pas si fréquentes, mais qui vont avoir des chirurgies très spécialisées, avec ici, vous voyez, un talcage de tout le plexus hypogastrique inférieur, ainsi que ses ramifications vers les racines sacrées et le nerf sciatique. L'endométriose talc, il y a vraiment un caractère neurotrope de ces lésions d'endométriose, et clairement l'IRM va pouvoir envisager ici des difficultés chirurgicales. On va également repérer le nerf sciatique, très rarement atteint dans ce type de configuration, avec des atteintes qui sont généralement plutôt initialement latérales. Et puis on a ce même raisonnement avec le secteur antérieur, avec l'atteinte vésicale. On a pu montrer que l'IRM permettait un bon diagnostic topographique, de dire au chirurgien si la lésion est limitée aux 2 tiers antérieurs de la vessie, avec un geste généralement un petit peu plus simple, ou au contraire s'il vient dans le cul-de-sac vésico-utérin, ou encore plus difficile s'il y a une atteinte de la base avec la partie postérieure de la vessie. On l'a montré en IRM, c'est probablement également faisable en échographie, et en tout cas il faut avoir cette attention de donner ces éléments. Et puis lorsqu'on a une atteinte de la base, on va également donner les rapports de la lésion avec le méa urétéral, voir si éventuellement on peut envisager une réimplantation, donc un geste plus complexe. On n'est pas très bon pour ça, pourquoi? Parce qu'on dépend de la réplétion vésicale. Plus la réplétion vésicale est importante, plus la lésion s'éloigne du méa, et forcément on ne gère pas la réplétion vésicale comme on le veut en IRM. Également en échographie, on peut essayer d'aborder avec le jet urétéral ici en Doppler. On garde des limites, mais en tout cas lorsqu'on a un contact, lorsqu'on a une lésion qui est au contact du méa, au moins on peut prévenir le chirurgien. Et puis le dernier élément, c'est l'adénomiose externe. Vous voyez que dans des lésions d'adénomiose externe ici extensives, dont on va donner la hauteur et l'atteinte en profondeur jusqu'à la zone jonctionnelle, il sera illusoire d'avoir une chirurgie complète sans faire une hystérectomie, et donc ça sera pondéré dans la décision. Et si jamais on laisse de l'endométriose en place, on sait qu'il peut y avoir une récidive dans ces cas-là. Donc finalement, on comprend que, notamment grâce à l'IRM, et notamment sur l'endométriose profonde, on peut bien sûr répondre à vos scores chirurgicaux, mais probablement qu'ils sont insuffisants pour venir faire un bilan préopératoire adapté. Et on peut proposer un score
radiologique, et ça a été fait par l'équipe de Tenon avec Isabelle Thomasin-Nagara et Émile Daraille, de proposer un score ici qui est surtout quantitatif, un peu sur le principe du PCI. Ils ont divisé le pelvis en 9 régions et on met 1 point par atteinte. On rajoute 1 point lorsqu'il y a des atteintes latérales sur le pelvis. Et lorsqu'on a des scores un petit peu plus élevés, au-delà de 5, on a une endométriose qui va être considérée comme sévère. Et à chaque fois qu'il y avait une endométriose sévère, vous voyez qu'on a un temps opératoire plus important, on a une durée d'hospitalisation plus importante, et puis on a aussi dans le clavien d'Indo, et notamment sur la dysurie, plus de complications. C'est une étude dans un seul centre, et on s'attelle actuellement à faire une validation externe dans le groupe Endoval IRM dans 7 centres en France, avec plus de 600 patientes incluses. Et puis on l'a éventuellement rendu un petit peu plus qualitatif. On a rajouté 1 point pour l'atteinte de la base vésicale, 1 point pour la dilatation de l'urtère, 1 point pour les racines sacrées, pour donner un petit peu autre chose que du quantitatif. Et on y travaille. Juste pour finir, il y a le pelvis, mais il y a également les lésions extra-pelviennes, avec ces lésions digestives droites. Quand est-ce qu'il faut les explorer ? Ce n'est pas toujours simple. Lorsqu'il y a des symptômes digestifs, des syndromes subocclusifs, un syndrome de Koenig, ou par argument de fréquence, on sait dans les centres experts que lorsqu'il y a une atteinte du recto sigmoïde, jusqu'en un tiers des cas, il peut y avoir une atteinte digestive droite. Et dans ces cas-là, c'est ni l'échographie pelvienne ni l'IRM qui va faire le travail. Il faut prendre des techniques dédiées, donc avec des protocoles et des radiologues qui savent faire. On a 2 grandes techniques. Le coloscanner, qui est l'examen le plus répandu. La difficulté, c'est qu'il faut une purge, comme pour une coloscopie, donc c'est un petit peu contraignant. On va également distendre le côlon, mais on va avoir de bonnes performances diagnostiques, vous voyez, en sensibilité, en spécificité, et donc prévenir éventuellement le chirurgien gynéco de pouvoir avoir une aide du chirurgien digestif en cas d'atteinte iléocécale. On a également développé l'entéro-IRM, qui est un examen qui est non irradiant, qui est utilisé en routine dans les maladies inflammatoires digestives, avec maintenant des entéro-IRM qui sont faites en routine partout en France et même au-delà. On demande aux patientes de boire 1 litre de mannitol et on a une opacification entérograde qui donne de très bons résultats. La petite différence, c'est qu'il faut être un petit peu entraîné et la sensibilité dépend un petit peu de l'opérateur. Pour finir, il y a aussi ces atteintes très souvent sous-diagnostiquées, notamment si on ne fait pas l'interrogatoire de façon précise, des atteintes diaphragmatiques. Et à Lyon Sud, comme d'autres grands centres, on monitore en fonction des symptômes l'adjonction d'une IRM diaphragmatique. Chaque fois qu'il y a un syndrome d'endométriose thoracique, encore plus s'il y a des pneumothorax cataméniaux, on adjoint une IRM. L'IRM, elle n'est pas parfaite, on ne voit pas les petits trous, on ne voit pas les lésions d'endométriose superficielle, c'est vrai pour le pelvis, c'est vrai pour partout. En revanche, on peut appréhender des lésions plus ou moins importantes en plaques ou nodules qui vont nécessiter un geste dédié. Des petits nodules qu'il va falloir aller chercher parfois très postérieurs. Et puis même parfois on peut voir des petits trous et anticiper un geste sur le diaphragme. On est le seul à avoir publié des résultats en endométriose diaphragmatique. Vous voyez qu'on a une sensibilité de 80%, ce n'est pas parfait. Mais en tout cas, ça permet d'anticiper et encore une fois de prévenir la patiente. Donc c'est vraiment la clinique qui va guider les explorations radiologiques. Cette imagerie, elle doit être faite par des référents avec des protocoles dédiés dans un réseau de soins. On a parlé ce matin de l'importance des filières. L'imagerie, elle n'est pas forcément unique. Vous avez vu qu'on peut compléter les explorations et puis que l'échographie et l'IRM sont des techniques complémentaires. Et on va adjoindre ces techniques d'exploration en fonction du parcours de soins, où on en est dans le projet de la patiente, des présentations cliniques pelviennes et extra-pelviennes, et d'avoir une cartographie double quantitative, vous l'avez compris, dire où sont les lésions, mais aller au-delà, faire le niveau 2 de l'analyse et avoir une analyse qualitative pour qu'il y ait une prise en charge pluridisciplinaire et dans le cadre préopératoire éventuellement avec plusieurs chirurgiens. Ça permet de donner une information éclairée à la patiente et d'obtenir son consentement et puis d'avoir une stratégie thérapeutique personnalisée qui est vraiment maintenant un point d'orgue qu'on a dans les différentes filières et avoir tous une approche collaborative. Il faut vraiment savoir se passer la bonne information. On a relevé le manque en anapathe. Il faut que les anatopathologistes, les chirurgiens et les radiologues, on parle un langage commun et qu'on se donne l'information et qu'on travaille sur cette terminologie internationale dont vous remarquerez qu'il n'y a aucun radiologue dans les auteurs. Je vous remercie de votre attention. Avez-vous une question à poser au professeur Rousset ? Je pense, oui, Michel. Avant que tu n'arrives au micro, juste pour dire qu'on imaginait quand même mal une session endométriose sans l'allié principal des chirurgiens gynécologues qu'est le radiologue. Et je te remercie, Pascal, de ta présentation remarquable. Oui, comme d'habitude, c'est très bien. Et on apprend toujours plein de choses. C'est quoi un ligament utérosacré normal pour un radiologue ? Alors, on y travaille dur. Le cut-off, il est probablement plus haut que ce qui est écrit dans la littérature. On y travaille aussi dans l'étude 1000, il y a l'étude Exendo où on aimerait aborder ça. Je pense qu'il faut battre effectivement le fer et d'arrêter de faire des faux positifs. Moi le premier, j'en ai fait. Mes seuils de diagnostic ont augmenté. Vous donnez les critères, je ne peux pas vous les donner. Je pense que c'est au moins plus de 5 mm.
Je suis plutôt pour du 8. Et puis après, il faut avoir des signes associés. Mais peut-être qu'on ne se posera plus la question si EndoTest est aussi formidable qu'il l'est. Je pense qu'on arrêtera de vous faire des faux positifs. Ok, merci Michel pour ta question et Pascal pour ta réponse. Donc je propose qu'on passe au topo suivant. Donc on va passer sur la partie formation. Et merci Henri-Jean-Philippe pour nous présenter la démarche qui a été initiée au sein du collège, donc de création d'un MOOC spécifique pour la prise en charge de l'endométriose. Merci. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de participer à cette session qui s'est vraiment tournée vers l'avenir. Donc c'est vraiment passionnant. Alors, comme vous le savez, dans le cadre de la stratégie nationale, il y a plusieurs pistes d'amélioration qui ont été proposées. Une amélioration dans la prise en charge des patientes avec la création de filières, avec le travail ensemble, le soutien à la recherche, et on voit l'apport en fait du numérique, et aussi l'enseignement. Avec François Golfier, donc on a été missionné pour créer un certain nombre d'outils pédagogiques tournés vers les professionnels de santé et les étudiants, et également vers le grand public. Et donc ces outils sont de différentes sortes et sont multiples et sont tous à votre disposition. Donc vous verrez, il y a des clips vidéo, il y a des web-séries, il y a des webinaires, il y a un MOOC, il y a un site internet qui a été créé spécifiquement sur ce sujet. Il y a aussi des documents papier, il faut rester un peu. Et puis aussi, il y a des marque-pages pour vos patientes. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors par exemple, les clips vidéo, il y a 4 clips vidéo qui ont été mis à disposition, qui sont tous sur le site internet, bien sûr. Et on voit des échanges entre professionnels de santé et patients ou familles. Par exemple, aux 4 phases de la vie des femmes, si on peut dire, c'est-à-dire au niveau de l'adolescence, chez les jeunes femmes qui envisagent, qui ont des problèmes de douleur, chez les femmes qui souhaitent un enfant, et également en périménopause. Vous voyez, par exemple, un bref exemple, mais vraiment, vous pouvez les utiliser dans votre pratique. Donc, c'est des petits clips qui sont très courts à chaque fois, ça dure quelques minutes, mais c'est assez enrichissant, je pense. Marie, alors qu'est-ce qui se passe, Marie? Comme je vous l'ai expliqué par téléphone, en fait, ma fille... Alors ensuite, il y a eu un webinaire qui a été fait, qui explique les différentes étapes de la prise en charge de l'endométriose, avec les principaux éléments. Tous sont en accès libre, donc vous pouvez en profiter pour vos étudiants. Et donc il y a un MOOC. Alors le MOOC a été réalisé, là c'est pas... et là, donc le teaser qui est en ligne, et avec une introduction, le teaser de 2 minutes, avec une introduction faite par le ministre de la Santé, qui rappelle les éléments prioritaires. Son soutien au programme endométriose, annoncé en mars 2019, dans 2 Alors, donc ce MOOC, c'est un enseignement qui est en ligne, qui est en accès libre, qui comporte une 40aine de cours sur l'ensemble des domaines qui concernent l'endométriose. Et donc il faut s'inscrire à ce MOOC. Si vous avez un petit blocage psychologique sur l'inscription, il y a une possibilité, c'est d'avoir accès à l'ensemble de ces cours sur YouTube. Et là, vous verrez donc tous les cours, un sur la physiopathologie, l'épidémiologie, une autre série sur les douleurs, avec les 4-5 éléments qui concernent les douleurs, une sur la fertilité, une autre série sur la chirurgie, et une autre série sur le parcours de soins. Donc tous ces cours sont en ligne, vous pouvez en profiter, c'est extrêmement simple, et je vous rappelle que vous avez un flashcode qui vous permet d'avoir un lien avec tout ceci. Nous avons créé spécifiquement un site avec 2 dimensions, les professionnels de santé et les patientes. Et pour la partie professionnelle de santé, eh bien, un accès direct sur le MOOC. Et à chaque fois, c'est endométriose, affaire de tous. Donc c'est simple, tout ce qu'on vous a mis à disposition, c'est affaire de tous, parce que justement, l'endométriose, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Il y a donc les bulletins d'endométriose, il y a la web-série, il y a aussi une mise à jour sur les données scientifiques en cours, sur la recherche. Il y a aussi des fiches à télécharger pour les patientes, pour remettre à vos patientes. Il y a également les formations qui sont disponibles. Et enfin, il y a une revue de presse à peu près tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, on fait une analyse de la littérature. Il y a donc des petits résumés avec des liens sur ces articles. Pour les patientes, en dehors du bulletin, des web-séries, il y a également des sites, un lien avec les principales associations, EndoWine, EndoFrance, et aussi d'autres associations. Il y a donc des fiches à télécharger pour les patientes, et il y a des outils comme
ceux qui ont été présentés tout à l'heure. Il y a également des actualités, comme Endotest par exemple, donc on essaie de mettre à jour ce site pour qu'il soit bénéfique à chacun d'entre vous. Et enfin, il y a un marque-page. J'en ai un certain nombre ici. L'objectif, ce n'est pas pour vous, en fait. C'est lorsque vous voyez une patiente en consultation, vous pouvez lui remettre ce marque-page. Et si vous dites, oui, il y a le MOOC sur l'endométriose, il y a le site sur l'endométriose, ça vous contraint à écrire l'adresse électronique, ce qui est toujours un peu barbant. Et puis les gens ne le notent pas ou le notent mal, alors que là, elles peuvent le garder. Et il y a un flashcode qui permet d'avoir un lien direct pour elles avec le site et donc avec toutes ces données. Donc là, j'en ai quelques-uns que je laisserai à ceux qui le souhaitent. Et c'est en accès libre. Et donc c'est intéressant pour faciliter le lien avec les patientes et le lien avec toutes ces ressources. Donc vous voyez, il y a toutes ces ressources qui sont en accès libre et on essaie de les mettre à jour avec le groupe. Il y a un comité de pilotage important qui a été fait avec toutes les sociétés savantes concernées. Et donc c'est un peu l'objet. Donc ces moyens sont pour vous, pour former, pour informer et aussi pour éduquer vos patientes. Donc il faut vraiment que nous en profitions parce qu'on s'aperçoit qu'il y a eu quand même beaucoup de retard finalement qui est peut-être lié à nous également universitaires et peut-être qu'on n'a pas assez formé les médecins ou les sages-femmes qui sont entrés dans la vie et qui participent maintenant à la prévention. Donc profitez-en et diffusez au maximum tous ces éléments. On est tout à fait d'accord que l'endométriose est un fléau qui existait depuis de nombreuses années, mais là, il y a une espèce de prise de conscience et que nous avons tous un rôle à jouer. Voilà. Merci Henri-Jean. Avez-vous une question à poser avant qu'on termine par la dernière communication? Merci beaucoup de ce travail. Je souligne que c'est quand même Henri-Jean Philippe qui en a été le directeur, même si moi j'ai assuré la direction scientifique. C'est quand même Henri-Jean qui a fait, l'essentiel du travail. Je te remercie beaucoup de ton implication dans une certaine expertise que tu as sur les MOOC, qui est une vraie expertise incroyable. Je pense que vous en rendez pas compte, mais il a créé un nombre de MOOC assez incroyable avec une efficacité, une rapidité qui est absolument remarquable. Merci Henri-Jean. Alors, je donne la parole maintenant à Charles-André Philippe. Un petit clin d'œil, on est en train de créer dans Andorra on ne va pas dire un sous-MOOC parce que ce n'est pas très joli, mais un MOOC accessoire à destination des patientes, donc de vulgarisation. Et c'est Charles-André Philippe qui a pris la main là, sur la création de ce MOOC, qui sera d'ailleurs disponible si d'autres équipes de centres experts le souhaitait lorsqu'il sera terminé, mais il n'est pas tout à fait terminé. Des enregistrements ont lieu demain. Déjà, il y en a sur cette session. Merci. Charles-André, à toi, je t'en prie, sur le DIU. Alors, je ne peux pas rattraper le retard, malheureusement, parce que je commence après le moment où j'aurais dû terminer, mais je vais essayer de faire rapidement. Moi, je suis clairement venu ici pour faire de la pub pour le DIU d'endométriose. C'est principalement l'objectif que ceux qui se posent la question viennent, ceux qui ont peut-être une plus grosse expérience dans la salle en fassent profiter leurs plus jeunes collaborateurs. Je vais aller assez rapidement sur l'histoire de la création du DIU, parce que finalement, le mot-clé que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est intéressant et qu'il faut que le plus de monde y participe régulièrement pour que ça s'inscrive dans le panorama qu'on a exposé aujourd'hui. Donc bon, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous savez de l'endométriose, mais juste au moment où on a commencé un petit peu à se poser la question du DIU, on était quand même à un moment un petit peu clé des problématiques socioculturelles qui ont amené cette pathologie à revenir un petit peu à la place qui est la sienne, c'est-à-dire sur le devant des questions. Il n'y avait pas encore de formation d'ITEM à l'ECNI, mais ça a changé depuis. Il y avait une formation qui était limitée dans le DES de gynécologie obstétrique. Je crois que ça change également. Il n'y avait pas encore de formation nationale disponible. Le MOOC a également été entamé depuis et il n'y avait aucun diplôme reconnu ni en formation primaire ni en formation continue en France, ce qui nous semblait être une aberration. Et puis c'était encore plus vrai quand on sortait du domaine de la gynécologie obstétrique pour ceux qui pouvaient y être intéressés, comme les radiologues, comme on a vu Pascal Rousset, mais également les sages-femmes, les gynécologues médicaux et éventuellement des chirurgiens digestifs ou urologues. Donc à Lyon, pour le DU, on s'est fédéré autour de 3 groupes principaux qui ont été un peu les moteurs initialement, même si le recrutement
des opérateurs a été bien plus large que ça. À Lyon, c'est Gilles Dubernard principalement. On a déjà entendu Isabella, qui est avec Benjamin, ceux qui participent avec le professeur Horace Roman et professeur Hoquet à Bordeaux, et qui travaillons également à Lille avec l'équipe de Pierre Collinet et de Christelle Rubaud pour fédérer tout ça. On s'est inspiré des recommandations, donc un grand nombre des orateurs de notre diplôme, dont d'ailleurs nos 3 reviewers sont membres tous à différentes semaines. On s'est basé sur le groupe Friends, un peu les amis d'Horace Roman, pour ceux qui connaissent un peu les sessions des différents congrès, qui ont également été source d'inspiration, et puis les roues endométriose, qui étaient un peu précurseurs dans ce domaine-là, avec des journées de formation, qui nous ont aussi un petit peu aidé à organiser notre programme. Donc Lyon s'est proposé pour être l'université de tutelle, pour déposer le premier dossier, construire le programme, et puis Lille et Bordeaux nous ont rapidement rejoints. Donc pour parler pratiquement de mon petit coup de publicité, on accepte comme candidat au DU des gynécologues obstétriciens, des gynécologues médicaux, les médecins de la reproduction, les radiologues, les urologues, les chirurgiens digestifs et les médecins généralistes, en particulier quand ils ont dans leur processus l'idée de travailler en algologie. Peut-être que ça s'élargira encore avec les années, et on accepte les médecins diplômés ou les internes, et également les sages-femmes, qu'on a voulu penser comme étant des intermédiaires importants dans le maillage territorial de la prise en charge de ces patientes. Donc pour l'inscription, le plus simple, c'est encore de m'envoyer un mail, mais vous pouvez aussi passer par les différents orateurs du DIU ou les membres du comité que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on se base sur un CV, une lettre de motivation assez courte et une copie du diplôme pour faire une sélection au cours de l'été. Le contenu, pour vous donner un petit peu envie, donc on a déjà les dates pour cette année, pour ceux qui commencent déjà à regarder leur agenda. À Lyon, ce sera autour du mardi 29 novembre au vendredi 2 décembre. Et à Lyon, c'est principalement centré sur le diagnostic, la prise en charge médicale, hormonale et de la douleur. C'est réparti donc en 4 modules, donc je vous ai globalement résumé. Il y a également des séances de vidéo, d'échographie, des séances de cas cliniques, de la simulation relationnelle. Cette année, il y avait aussi une patiente témoin qui venait un peu discuter et ça a été bien apprécié. Il y a des réflexions avec une psychologue basée sur le photolangage, une réunion de concertation pluridisciplinaire et une soirée un peu tous ensemble dans la semaine. À Lille, c'est un peu plus tourné sur les endométriomes, la prise en charge de l'infertilité, avec Geoffroy Robin qui est ici, l'endométriose profonde non viscérale, l'endométriose urinaire, et puis tout un module sur la dénomiose qu'on a quand même voulu intégrer à ce DU. Là aussi, live surgery, qui est quand même assez dur à monter et très intéressant, des cas cliniques, de la vidéochirurgie, une RCP. Et à Bordeaux, 20 juin au 23 juin en 2003, principalement l'endométriose digestive dans tous ses états, complications incluses, les aspects organisationnels comme on a pu le voir déjà aujourd'hui, un petit peu discuter avec ceux qui commencent à monter leur réseau, parce que c'est aussi un des buts. Venez avec votre réseau, venez avec votre chirurgien digestif, avec votre radiologue, avec le gynécologue avec lequel vous travaillez, pour essayer de fédérer votre futur RCP, votre RCP qui commence peut-être déjà. L'examen a lieu à Bordeaux au cours de la semaine, ce qui permet d'éviter de revenir plusieurs fois. Et donc on essaie de faire l'examen principalement sur les semaines précédentes. Et donc le bilan des 3 premières années, parce que pour faire de la pub, voilà, il faut vous raconter un peu comment ça se passe. Au départ, on avait 51 étudiants la première année, avec principalement des gynécologues obstétriciens, quelques gynécologues médicaux et viscéraux, un radiologue, 3 sages-femmes. Mais il y a eu toutes les annulations du fait du Covid qui fait qu'on a reporté on a eu 67 étudiants la deuxième année, dont 39 reports d'inscription. Ça s'est panaché un petit peu plus, vous voyez, avec un peu plus de gynécologues médicaux, un peu plus de sages-femmes. On a dû faire pas mal de visio, mais on a pu aller jusqu'à l'examen cette fois-ci. On a eu 54 validations sur 62, on n'est peut-être pas très sévère, 2 validations après rattrapage et 6 échecs seulement. Des fois que vous ayez peur de rater. En tout cas, c'est plutôt... voilà, on a eu des étudiants studieux et ça s'est plutôt bien passé. Et cette année, on a 42 étudiants inscrits.
Et vous voyez que ça commence à se panacher de plus en plus. Je pense que c'est assez intéressant de voir que les sages-femmes ont une grosse demande. On a intégré pour la première fois des gynécologues, des médecins généralistes, principalement qui participaient à des RCP en algologie. Donc voilà, essayer de motiver des gens comme ça de différents horizons. Je pense que les échanges ils sont très intéressants. Vous allez parler avec des gens qui n'ont pas la même vision, pas la même spécialité, et on essaye comme ça quand même d'inclure tout le monde et de ne pas être trop élitiste. Dans chaque domaine, hein, bien sûr, la fertilité essaye de s'adresser aussi aux chirurgiens, la chirurgie s'adresse aux sages-femmes et ainsi de suite. Donc c'est encore les étudiants qui parlent le mieux du DU, donc pour les évaluations, vous voyez qu'elles sont quand même très bonnes, les gens trouvent ce qu'ils viennent chercher. Les points forts, donc on a un petit nuage de points, mais globalement c'est la multiseclarité, les cours qui étaient jugés de qualité, voilà, je ne vous mets pas tous les mots, mais l'interactivité, les discussions, le partage, les témoignages, des choses qu'on a un peu plus dans un DU que dans un MOOC. On vient chercher ça, on vient avec son idée sur ce qu'on veut faire, ce qu'on aimerait travailler, le réseau qu'on aimerait mettre en place, et puis on le confronte à des réseaux déjà en place, à des idées qui fonctionnent déjà, et on adapte un petit peu son projet comme ça. Alors on a aussi des points faibles qui ont été retenus, peut-être des fois c'est un petit peu trop technique, parfois c'est un peu compliqué pour les sages-femmes, peut-être que les médecins généralistes nous diront la même chose, parfois c'est un peu dense, on va s'adapter, et en tout cas on a des propositions d'amélioration, on entend que peut-être certaines spécialités aimeraient quelques enseignements optionnels, des stages pratiques, et puis limiter la visio, mais ça malheureusement on n'a pas toujours le choix, et donc on voudrait un DU là de plus en plus accessible, qu'on voudrait garder multidisciplinaire, peut-être en diminuant un peu la life surgery, la rendant plus accessible, peut-être en augmentant la prise en charge globale, la nutrition, la prise en charge de la douleur, les ETP, la grossesse qui est un point important, l'ouverture aussi peut-être à des niveaux d'expertise en deuxième année ou en se jumelant avec d'autres formations. On voudrait inscrire la formation au tableau de l'ordre des médecins, le faire valider en DPC, et puis petit à petit peut-être se servir de ce DU pour la reconnaissance d'expertise, puisqu'on a bien dit tout à l'heure que c'était une problématique importante des réseaux, et que les filières aussi peut-être intègrent ça pour les futurs jeunes de nos spécialités qui sont intéressés par cette sous-partie de la médecine. Donc je vous remercie, voilà un peu le flyers, on essaiera de le reprendre un peu dans différentes présentations. En tout cas, faites-en part aux jeunes qui le savent peut-être pas, notamment dans les villes qui ne sont pas forcément encore bien concernées, mais ça, voilà, c'est la 3e année, ça fonctionne bien, il faut que ça continue, et j'espère que les gens en seront contents. J'espère avoir respecté un peu. Okay. Donc je ne peux qu'appuyer tes propos au vu de la qualité de l'enseignement, mais aussi de l'interactivité, la qualité des échanges. Je profite d'avoir le micro aussi pour vous féliciter avec le binôme que vous avez formé, Isabella et toi, puisque cette idée de DU germait depuis un certain nombre d'années, mais grâce à votre énergie à tous les deux, ça a pu être mis en œuvre. Et je dirais que la qualité de ta présentation reflète tout à fait ça, et vraiment bravo à tous les deux. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, donc je pense que c'est un bon message de fin, si vous en êtes d'accord, mes collègues, pour vous remercier de votre attention pour cette session d'endométriose. On vous souhaite à tous un très bon congrès, une très bonne journée.